Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission de Tous comprend. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, allô, allô. Est-ce que tout le monde m'entend? Bienvenue, bonsoir à tous. Je vois que vous êtes déjà 14 sur le live. Merci, ça fait super plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous installer tranquillement, venir discuter sur le chat entre vous, venir poser vos questions. Moi, je suis toujours très content de mener à bien ce projet de live, de chaîne Twitch. J'espère que vous allez bien aussi de votre côté. Merci, copain Alex, pour ton follow. Il y a eu un petit peu de pas mal de choses depuis la semaine dernière, puisqu'il y a eu le Play Azure Festival. On en reparlera un petit peu plus tard avec notre invité qui a également participé. Comme d'habitude, vous le savez, cette émission est dédiée à la diffusion de la connaissance, à la compréhension de notre monde. Merci Genetics Videos pour ton follow. Tout d'abord, la première partie de ce live, je vais un petit peu parler rapidement de la chaîne, de comment ça avance, des dernières news en ce qui concerne la chaîne. Donc, depuis une semaine, il ne s'est pas non plus passé énormément de choses du côté d'éventuelles nouvelles features pour la chaîne. Cela dit, si vous avez été là lundi dernier, on avait tenté du live sketching, donc du dessin en direct avec un ami à moi, un très bon ami qui s'appelle Samuel Rivière et qui est là encore ce soir pour nous faire du live sketching. Et oui, il est encore là. Je ne sais pas si il a déjà lancé son stream, mais peut-être. En tout cas, vous pouvez le retrouver tout simplement à l'aide d'un multistream. J'ai mis le lien, je viens de le mettre sur le live. Vous pouvez avoir accès à nos deux streams à la fois pour suivre le dessin que peut faire Samuel en même temps que la présentation qui sera faite aujourd'hui. Vous pouvez décider de faire ça, de voir soit mon live, soit le sien. Le mieux, c'est de laisser le son de ce live-là où on entendra à la fois notre invité du jour et Samuel. Voilà, je ne vais pas m'étendre davantage puisqu'on va surtout laisser la place à notre invité qui va nous présenter le sujet. Mais voilà, juste soyez au courant que vous pouvez suivre l'évolution d'un dessin pendant la conférence. Qu'est-ce que je dis d'habitude aussi? Oui, comme d'habitude, merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux à follow la chaîne. Je ne sais pas quoi dire de plus que à chaque fois vous remercier du fond du cœur, en particulier les derniers follow que j'ai là sous les yeux, donc Flo 2.0, JKR Wing, Aphrodisiaque, Laure en Broomhead, Ewa, Bond James Bond a rejoint apparemment, a décidé de tout comprendre ce soir, Brigitte Brun, Chromatique, le geek pour son host, merci à toi, copain Alex, Genetics Vidéo et Fir1, bienvenue à tous et merci encore pour votre soutien et votre support pour cette émission. Si vous avez un grand cœur, vous êtes généreux et que surtout vous êtes riche, n'hésitez pas à donner votre argent. Alors il y a plusieurs moyens de financer la chaîne si vous le désirez, mais ne le faites que si vous le pouvez, évidemment. Je ne force personne à donner, surtout que j'ai moi-même mon propre salaire, donc ne vous inquiétez pas. Vous pouvez soit follow la chaîne, vous abonner à la chaîne, donc en donnant 5 € par mois. Il y a 2,50 € qui me revient. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez même vous abonner gratuitement à la chaîne et moi je profiterai des mêmes bénéfices. Sur Twitch, vous avez un système de monnaie aussi, que vous pouvez donc envoyer des bits si ça vous chante, c'est super aussi, merci à vous. Et il y a également un bouton PayPal pour faire des dons directement. Voilà, bon, ça c'était pour la partie envoyez vos dons, envoyez votre argent. Je vais à présent quitter ce côté-là. En tout cas, merci beaucoup, copain Alex, pour ton sub. Voilà, vous avez un exemple parfait de l'utilisation finalement d'un abonnement très, très généreux. Merci encore, copain Alex, pour ce sub. C'est vraiment très encourageant et moi, ça me permet justement de continuer l'émission et de pouvoir justement l'améliorer sur le long terme, essayer d'acheter des équipements de plus en plus performants, j'ai envie de dire, en termes d'audio et de vidéo pour vous fournir un contenu de qualité. Voilà, ça c'était le petit tour pour les news de la chaîne. Le sujet du jour, vous l'avez, comme d'habitude, il est écrit sur le chat de ce côté.
si j'arrive à orienter ma main correctement, c'est compliqué l'espace, comme ça. La qualité microbiologique de l'air, enjeux et solutions. Alors de quoi ça va bien pouvoir parler? Dans le titre, vous avez la qualité microbiologique de l'air. Donc c'est à mon avis à quel point il y a peut-être des microbes dans l'air. Sont-ils dangereux pour nous, pour la santé, pour notre santé? Vont-ils nous éradiquer? On parle beaucoup de coronavirus ces derniers temps. Je ne sais pas si mon invité va aborder la question ou pas. Si vous avez préparé des questions là-dessus, peut-être on pourra voir ce que pourra répondre notre invité à ce sujet. En tout cas, il y a apparemment des enjeux et éventuellement des solutions que peuvent proposer les gens à ces problèmes liés à la pollution de l'air. Alors je regarde rapidement le chat, mais je vois que voilà, vous êtes très, comme d'habitude, présents. Merci encore, n'hésitez pas à venir sur le chat, à poser vos questions comme d'habitude. Pendant la présentation, j'essaierai de transmettre toutes les questions à notre invité. Le petit Blue Yeti, ça serait smooth déjà, ouais, bien sûr, ça serait super que j'ai un micro de bonne qualité. Donc voilà, si vous souhaitez accélérer mon obtention d'un Blue Yeti, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, bon, ça c'était pour la petite introduction du sujet. Maintenant, je vous propose d'aller directement sur la scène où notre invité va pouvoir s'exprimer. Bonjour à toi et bienvenue Gala Molécule et merci d'être là ce soir avec nous. Déjà, première question, Gala Molécule, normalement tout le monde t'entend dès à présent. Comment vas-tu ce soir? Eh bien, ça va très bien, merci. On est donc du retour du Play Azure Festival et voilà. Et comme la médiation ne s'arrête jamais, eh bien, ce soir, on en fait encore. Effectivement, tu parles du Play Azure Festival, donc c'était ce week-end-là à Nice, un festival de pop culture, mais où on présente également des sujets scientifiques. Il y a eu des stands assez différents qui proposaient des activités très variées au niveau des sujets scientifiques. Et tu étais toi-même présente à ces stands-là pour animer un stand de chimie, car tu es vulgarisatrice de chimie. Tu as même une chaîne YouTube qui s'appelle Molécule et qui traite de chimie, et tu aimes vulgariser même la chimie sur toutes les plateformes possibles. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as fait ce week-end et aussi comment et pourquoi finalement tu as fini dans la médiation scientifique et en particulier dans la chimie? Ok. D'accord, alors donc ce week-end, tu étais là, donc ce n'est pas pour toi que je vais le dire, mais pour tous les autres. Donc ce week-end, en fait, au Play Azure Festival, il y a eu un gros stand du Café des Sciences. Le Café des Sciences, c'est cette association qui regroupe des médiateurs scientifiques, qui soient vidéastes, blogueurs, dessinateurs aussi. Et donc le but de ce stand, c'était de proposer divers ateliers très différents. Il y avait un atelier avec un jeu sur, par exemple, le dilemme du tramway, trolley. Et donc un atelier mené par Brucicor02 et suppléé par moi-même sur la chimie. Donc ce que j'ai fait plus particulièrement, c'est que j'ai parlé d'oxydoréduction et de cinétique chimique avec 3 petites expériences colorées, en fait avec des colorations, décolorations, qui marchent très très bien avec les enfants. C'était très sympathique. Et on a aussi parlé cristaux et mailles cristallines avec des modèles de mailles du graphite et du diamant et des cristaux de sucre et des cristaux de sulfate de cuivre. Voilà. Donc ça nous a permis de... Donc ça, c'était les 2 parties de l'atelier dont j'étais en charge. Brucicor, lui, a montré du dichromisme, a montré le feu et le rôle qu'ont les atomes en fait sur la couleur des feux, donc comment les artificiers choisissent leur préparation pour obtenir les couleurs qu'ils souhaitent. Ils préparent des feux d'artifice. Et aussi des productions gazeuses, donc par exemple la décomposition de l'eau oxygénée. Ouais. Ce genre de choses. C'est un très bon lieu pour faire de la médiation, du coup, puisque, comme tu le disais, c'est un festival de pop culture. Les personnes ne viennent pas forcément pour ça, mais on a beaucoup un public familial et aussi des jeunes adultes assez curieux qui vont se retrouver à passer devant notre stand et parfois à s'arrêter
que ce soit pour nos expériences de chimie ou pour voir par exemple qu'il y avait des exuvies, des mues d'araignées qui étaient présentées par plantes carnivores ou d'autres choses présentées par d'autres membres du café. Et ouais, des sacrés stands, des sacrées activités. Sans doute que nous reviendrons l'année prochaine d'ailleurs pour une nouvelle tournée finalement. Et ouais, n'hésitez pas à préparer déjà à l'avance votre calendrier pour venir à ce festival qui vous intéressera beaucoup, déjà si vous aimez la science, mais aussi si vous aimez la pop culture, la culture internet, la culture geek, on peut dire, en général. Et oui, l'autre petite question que j'avais posée, c'était justement comment tu es amené, comment tu as fait finalement pour finir dans la médiation scientifique, quelles ont été les choses qui t'ont poussé dans ce domaine-là? Oui, je me suis rendu compte que j'avais pas répondu à ta deuxième question. C'est pas grave, c'est pas grave. Désolée. Oui, ce qui m'a conduit à la médiation scientifique, ça a été de me casser la jambe. J'ai l'impression de raconter cette histoire à chaque fois parce que c'est toujours la même. Je la connaissais pas, moi, tu vois. Ah, tu ne connais pas l'histoire. Du coup, j'étais en fin d'école d'ingénieur, en tout début de stage. J'avais fait une semaine de mon stage de fin d'études et puis j'ai organisé un gros festival de jeux de rôle et de jeux de société qui s'appelle Grimoire, qui a lieu à Toulouse, qui a toujours lieu, et en mars. Et donc je co-organisais ça. J'étais très fatiguée et puis le lundi, je suis tombée dans la rue et je me suis cassé la jambe. Et ça a créé 1 mois et demi d'arrêt de travail. Et c'était très frustrant parce que pendant ce mois et demi, j'ai plus fait de sciences du tout. Et à l'époque, je sortais pas de thèse, et 1 mois et demi sans sciences, ça me travaillait vraiment beaucoup. Et je me suis demandé ce que je pouvais faire depuis mon canapé. Donc j'ai pris mon ordinateur, j'ai pris l'enregistreur de mon ordinateur, j'ai même pas Word parce que je devais pas avoir Word, ou alors voilà, peut-être un Google Drive. J'ai commencé à écrire un épisode, à enregistrer, à mettre ça sur SoundCloud. Et j'en ai fait 3 que j'ai écrit en une journée. Et que j'ai enregistré avec mon ordinateur, donc la qualité du son est pas terrible. Et je me suis vite rendu compte que ça manquait beaucoup d'images. J'avais pas prévu d'aller sur YouTube, mais ça manquait vraiment d'images. Et moi, j'étais toujours coincée dans mon canapé. J'avais toujours envie de faire de la science parce que je pouvais pas en faire au travail parce que je pouvais pas travailler. Et donc, j'ai ouvert PowerPoint. Et j'ai fait un PowerPoint qui s'est transformé en vidéo pour accompagner cet audio. Et c'est comme ça que la chaîne Molécule est née. Voilà. Mais le but, c'était vraiment de refaire de la science pour moi et finalement en parler aux autres. Mais c'était à la base un projet assez égoïste. C'était que moi, j'en avais besoin à ce moment-là et que ça m'a fait du bien. Et après, c'est devenu un outil de partage aux autres. Et aujourd'hui, là, je suis très fatiguée d'avoir beaucoup partagé avec plein d'autres gens, mais j'ai quand même beaucoup aimé parce que j'ai eu l'impression d'avoir fait du bien. Ouais, tu as beaucoup contribué, hein. C'est indéniable. Et c'est marrant comme quelque chose qui pourrait paraître égoïste de premier abord, en fait, fait profiter à tout le monde et plutôt au contraire altruiste, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un sujet pour Monsieur Phi. Ah oui. Et sur ces paroles, je te propose qu'on commence tout simplement la présentation que tu vas nous faire aujourd'hui à propos de la qualité microbiologique de l'air. Donc voilà, je te laisse la parole et tu es libre de t'exprimer. D'accord. Alors surtout, personne dans les commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des questions pendant la présentation, c'est pas un cours. N'attendez pas la fin. Il vaut mieux poser vos questions tout de suite plutôt que de les oublier. Donc voilà. Donc on va parler de qualité de l'air. Quand on parle de qualité de l'air, on pense à peu près, en général, plutôt à 2 aspects. La qualité particulière de l'air, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des particules fines ? Vous savez, c'est ces choses qui sont émises par les moteurs diesel, les particules fines qu'on n'aime pas trop, et qui vont aller venir se mettre dans nos poumons et qui vont aller finalement créer des inflammations. Et la qualité chimique de l'air, donc ça va être ce qui va être composé organique volatile, par exemple le formaldéhyde, l'amiante, des choses pas très jolies qui vont être présentes dans les bâtiments souvent ou être relarguées et qui vont finir dans l'air. À nouveau, on les respire et là, on est plutôt sur des mécanismes chimiques qui vont intervenir. Donc, pas sur des mécanismes de défense cellulaire ou physique, mais sur une interaction chimique. D'accord. Donc ça, c'est les 2 gros pôles de la qualité de l'air. Ok, tu parlais de composés organiques volatiles, est-ce que tu peux définir un peu ce que c'est les termes ? Ouais.
Si vous êtes capable de sentir quelque chose, toute odeur que vous sentez, c'est un composé organique volatile. Et malheureusement, des choses que vous ne sentez pas aussi. Bon, il y a le soufre aussi qui est techniquement pas organique, mais on parle de composés organiques volatiles, donc pour des molécules qui vont en fait à température ambiante. Si j'en mets, même si elles peuvent être sous forme liquide à température ambiante, elles vont très vite s'évaporer et venir dans les voies respiratoires. Donc se passer en forme gazeuse. Donc, c'est un peu comme l'essence qu'il y a, l'essence qu'on sent dans les stations essence, c'est ça. Des composés organiques volatiles. Ouais. Oui, okay. Ils sont un peu lents, mais voilà. L'odeur d'essence, c'est des composés organiques volatiles. Alors, en général, quand on les sent, on est capable de s'en éloigner. Malheureusement, il y en a, même en petite quantité, on les sent pas forcément, mais il y a une accumulation. Et puis notre nez, il s'habitue aussi au bruit olfactif. Et du coup, on n'est pas toujours capable de repérer une pollution chimique. Il y a déjà une première question de chromatique sur la pollution à Paris. Est-ce que l'air est plus pollué à l'intérieur ou à l'extérieur ? Ok. En général, l'air est plus... Ça dépend sur quel point. En chimie, je ne m'y connais pas tant que ça, mais en microbiologie, plutôt à l'extérieur. Okay. Mais en chimie, c'est compliqué, il faudrait faire les mesures. En fait, on va avoir différentes choses. En intérieur, ça va vraiment être les murs et tout ce qui va être constitutif du bâtiment qui va jouer. Aujourd'hui, nos bâtiments, ils sont très isolés. Ils sont très isolants, ce qui cause d'autres problèmes, d'ailleurs. Mais du coup, ils vont avoir pas tant tendance que ça à faire rentrer l'air extérieur. Après, normalement, vous aérez chez vous et vous faire quand même rentrer de l'air extérieur. En général, l'air intérieur, c'est plutôt moins pollué. Ok. Mais après, ça dépend des moments, des pics de pollution, de ce que vous avez, de comment votre immeuble est fait, de est-ce qu'il n'y a pas de problème dans votre immeuble. Si vous avez des murs qui sont blindés de formaldéhyde, ça va pas marcher comme ça. Ouais, ou d'amiante. Mais ça veut pas dire qu'il faut rester chez vous et l'utiliser comme excuse. Ok. Bon, sauf pendant les pics de pollution où il est conseillé de rester chez vous. Ça marche. Et pour la question d'Edendal, oui, la sueur, c'est des composés organiques volatiles. Ok. Alors, ce qu'on sent de la sueur, ce sont des composés organiques volatiles qui sont d'ailleurs, il me semble, produits par des bactéries. Ok, ça marche. Bon, donc, on reprend. Ça, c'est les deux enjeux. Ça, c'est ce qu'on voit sur l'air. Souvent assez facilement. Mais dans l'air, il y a aussi donc des micro-organismes. Et la qualité microbiologique de l'air est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance. Ok. Hop, très bien. Hop, voilà. On va se poser la question de est-ce que c'est en train de s'actualiser ? Est-ce qu'il y a donc des micro-organismes dans l'air ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que le quoi ? Donc, en fait, dans l'air, donc, déjà, on va définir un peu micro-organisme. Un micro-organisme, c'est un organisme plus petit qu'un millimètre qui est associé à des méthodes de culture particulières. Pourquoi associé à des méthodes de culture particulières, c'est important ? Parce que, par exemple, les acariens, c'est plus petit qu'un millimètre et ça ne rentre pas dans la catégorie micro-organisme. Les micro-organismes sont généralement unicellulaires. Donc, on va avoir des bactéries, des champignons filamenteux et des virus. Les virus, c'est pas ma spécialité. Et je préfère dire que du coup, sur les questions sur le coronavirus, je vais être fort dépourvue quand la bise fut venue. Parce que c'est encore plus particulier. Parce que par exemple, les virus, on ne peut pas les cultiver, ils ne se reproduisent pas sans cellules hôtes. Donc la culture de virus est beaucoup plus complexe, la détection de virus aussi, et on va bientôt voir pourquoi. Okay. Donc je vais surtout parler des bactéries et des champignons filamenteux. Donc, les bactéries sont des organismes prokaryotes. Ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez donc le matériel génétique qui est représenté par la masse de spaghettis rouge qui va plus ou moins flotter dans la cellule. Donc, alors que chez les eucaryotes, les champignons filamenteux, il va être contenu dans un noyau. Le noyau qui est là, au le centre, noyau là. vert. Voilà, D'accord. c'est la masse de spaghettis vert entourée de la petite membrane verte. Et y a plutôt pas mal de bactéries dans l'air, et dans les bactéries, il va falloir différencier
de morphologie. Alors, c'est un peu complexe, mais ça vaut le coup. On a les grammes positives qui ont un épais peptidoglycane sur la surface. En fait, c'est un polymère. C'est un polymère. C'est comme du plastique, enfin, c'est un polymère, quoi. Ils ont une épaisse couche de polymère en surface, ce qui les rend assez résistantes. Alors que les grammes négatives, en fait, on parle de grammes positifs, grammes négatifs, parce que ça correspond au test, qui s'appelle le test de grammes, elles vont avoir plus de couches différentes, avec en particulier 2 espaces périplasmiques, mais vous voyez la couche de polymère, le peptidoglycane, il n'est pas déjà sur l'extérieur, et il est beaucoup plus fin. Voilà, il est plus à l'intérieur, au lieu d'être à l'extérieur comme dans l'autre. C'est ça. Et une couche de peptidoglycane plus une membrane externe. Les bactéries grammes négatives ont plutôt tendance à être plus fragiles. Fragile ça c'est important, c'est juste. Parce que, en fait, ici, on a des interactions. Je voulais dire dans quel sens la fragilité Dans quel sens la fragilité? C'est-à-dire que tous les traitements dont je vais parler, les traitements contre les... Voilà, vont plus facilement avoir un effet sur les grammes négatifs que sur les grammes positifs. Ça, c'est juste pour que vous le sachiez, en fait, parce que je ne sais pas si je vais avoir tellement le temps de l'aborder. Okay. Mais c'est important de le savoir, c'est que toutes les bactéries ne sont pas égales entre elles. Et en particulier, on en a qui interagissent avec la membrane plasmique et en fait avec les membranes et le peptidoglycane, c'est beaucoup plus compliqué pour ces traitements de naviguer. Ok. Aujourd'hui, les grammes positifs, c'est celles qui nous posent le plus de problèmes. Donc les grammes, c'est juste 2 catégories de bactéries. En fait, on fait un test et on voit si c'est positif au test ou négatif au test. En fait, ça nous donne des infos sur la morphologie. Ok. Ça marche. Un autre point important des micro-organismes dans l'air, c'est qu'ils sont rarement tout seuls. Ils vont souvent utiliser des particules comme vaisseaux. Et quand je parle de particules, je parle de poussière et je parle aussi de toutes petites gouttelettes d'eau, parce que dans l'air, vous avez de l'eau. Et donc, en fait, ils vont avoir un diamètre apparent plus gros qu'ils ne sont vraiment. Et ce que vous pouvez voir ici, les protozoaires, on n'en a pas trop, mais on a donc les champignons. Les fungi, c'est des champignons filamenteux, les bactéries. Et les virus, qui restent beaucoup plus petits. Donc, ils vont être beaucoup plus difficiles à détecter. Voilà. Mais ce système de vaisseau, il nous aide, en fait. Parce que ce qu'on peut chercher à détecter, ça va être la taille apparente. Quand on va utiliser des techniques avec, par exemple, de la diffraction laser. Et pas la taille réelle, qui est vraiment petite et vraiment dure à trouver. Voilà. Et donc, c'est assez important parce que ça va aussi jouer sur la façon dont les micro-organismes se comportent. En général, les micro-organismes dans l'air, ils vont sédimenter, ils vont tomber. Et le fait qu'ils soient accrochés à des particules font qu'ils vont tomber même plus vite que s'ils étaient tout seuls. Parce que, globalement, ils vont juste être plus gros, donc plus lourds, donc la gravité va les entraîner plus vite. Attends, parce que tu montrais avant, excuse-moi, ce que tu montrais avant, c'était juste sur quel type de particules ils s'accrochent, c'est ça? C'est pas... En fait, c'est les tailles apparentes. C'est de dire que... Ok. Et c'est quoi les modes je sais pas si tu en as pas parlé des modes. Mode grossier, mode d'accumulation, non, parce que c'est pas extrêmement intéressant. D'accord. C'est juste la traduction fidèle du truc de base parce que j'aime pas. Ok, là tu montrais juste que les différents organismes ont différentes tailles, quoi. Différentes tailles et surtout qu'on dépasse le micromètre. En fait, on va vraiment être sur quelque chose de plus gros. On reste en dessous de millimètre, mais on va être plutôt sur une agrégation. Du coup, on va avoir des systèmes en fait de vaisseaux. Donc, on va avoir notre micro-organisme, notre microbe, qui est une particule biologique, qui va être accrochée à une particule non biologique de l'air. C'est ça ce qu'on appelle un vaisseau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il sert de vaisseau. Et ce vaisseau, il peut aussi avoir un aspect protecteur. Un micro-organisme dans une goutte d'eau, et lui, il peut être protégé par la goutte d'eau. On voit bien que va être plus difficile de l'atteindre. Ouais, il s'accroche, ou voir il est dedans. Ouais. Bon, ils les guident pas alors. Ce qui nous aide, c'est que quand même, les micro-organismes dans l'air, ils sont pas bien. Ils sont vraiment pas bien. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Même s'ils sont dans un vaisseau, ils ont souvent pas assez d'eau pour se reproduire. Et en plus, ils tombent. C'est pas un milieu agréable, c'est un milieu de survie. C'est l'espace pour nous, clairement. C'est-à-dire que si on sort de notre vaisseau, on n'est pas bien. D'accord.
Et du coup, il va y avoir peu de germination, peu de reproduction. Donc ici, vous avez les humidités relatives auxquelles les micro-organismes peuvent croître. Vous allez voir, on a quelques types qui vont aller sur les 60-65% d'humidité, mais par exemple, la plupart des bactéries, il leur faut des pourcentages d'humidité de 90% pour se reproduire. Hop, et je vois une question à laquelle j'ai une réponse quelque part. Du coup, je vais aller chercher la réponse. Okay, je vais aller regarder les questions. Si je dis pas de bêtises, tu montres que toutes les formes de micro-organismes ne se reproduisent pas au même niveau d'humidité. Et quand ils se reproduisent, déjà, il faut qu'ils soient accrochés à leur vaisseau nécessairement. Enfin, il faut qu'ils aient un support. Quoi. Il faut qu'ils aient de l'eau. En fait, pour se reproduire, il faut qu'ils aient de l'eau et des nutriments. Concrètement, une reproduction, il faut qu'ils aient tous les nutriments pour faire le numéro 2. Ouais, okay. Voilà. Et du coup, mais souvent en général avec de l'humidité, avec ce qu'on peut trouver, on arrive à le faire. Okay. Mais il faut des niveaux d'humidité très importants. Cela étant, et en France métropolitaine, on n'a pas trop ça, quoi. On peut monter à 60% d'humidité. Hein, mais... Et du coup, il y a une question sur la distance qu'il est possible de parcourir. Et du coup... Qu'une bactérie peut parcourir dans l'atmosphère. Dans un vaisseau. Mais la plupart du temps, on va pas être sur du très très loin. On va être sur du 100 mètres ou moins. Ouais. Cela étant, bon, voilà... On peut avoir des systèmes... En fait, le problème, c'est que ça va pas tomber droit. On aimerait bien, mais ça va pas tomber droit parce que la loi de Stokes, elle est bien mignonne, mais elle prend pas en compte les interactions particules-molécules. Comme nos particules, elles sont très petites, elles vont interagir avec les molécules de l'air et elles risquent de rebondir un peu. Alors attends, là tu veux dire qu'est-ce qui ne va pas tomber tout droit En fait, notre vaisseau avec notre... D'accord, avec le micro-organisme dessus, il va pas tomber à la verticale. Il va pas tomber droit, voilà, il va pas tomber à la verticale. Et donc, parce que c'est aussi ça le déplacement qui nous intéresse. Okay. Parce que s'il tombait à la verticale vers le bas sur 100 mètres, ma foi, ce serait pas très grave. Le problème, c'est qu'ils vont rebondir, en fait, qu'ils vont interagir avec les molécules de l'air et qu'il va y avoir un mouvement plus erratique. Et ça fait qu'on peut les respirer. C'est comme sur ta tête. Enfin, s'il suffisait d'un parapluie pour les arrêter, ce serait cool. Mais ça marche pas comme ça. Ouais, donc il y a aussi un mouvement latéral parce que leur vaisseau rebondit sur les trucs qui touchent. Quoi. Voilà. Donc la plupart des micro-organismes ne dépasseront jamais le kilomètre. Il y a cependant quelques espèces de virus. Je ne sais pas si c'est vrai pour le coronavirus, s'il en fait partie. Et il y a aussi des micro-organismes à sporulation qui peuvent parcourir de grandes distances. Donc plus de 100 km. Plus de 100 km certains virus. Certains virus, ouais. Voilà, et la sporulation, c'est la formation de cellules qui ne peuvent pas se reproduire, en fait, les spores, mais qui sont vraiment en conditions minimales de survie, donc qui sont plutôt plus résistants, et qui, quand ils seront dans les bonnes conditions, pourront devenir des cellules à part entière qui pourront se reproduire. Voilà. Ok. Super. N'est-ce pas ouais. Les micro-organismes dans l'air, ils dépendent de plein de paramètres. Alors moi, je vais vous parler surtout de l'air intérieur parce que c'est ce sur quoi j'ai travaillé. Et c'est ce sur quoi c'est le plus facile d'implémenter des solutions. Parce que l'air extérieur, on a peu de contrôle finalement. Ouais. On a des contrôles sur les rejets en sortie de station d'épuration. Par exemple, ça on peut contrôler. Mais on ne peut pas contrôler les plantes, c'est un peu compliqué quoi. Les plantes, les animaux, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, les micro-organismes dans l'air, ils dépendent de la saison. Donc, il y a eu des études qui ont été faites sur les mêmes lieux à différentes saisons et on ne voit pas les mêmes choses. Et ils dépendent même de l'heure de la journée. Dans le laboratoire où j'ai fait ma thèse, on a eu une halle d'expérience où il y a des sporulations à 10h et à 14h. Tous les jours. À 10h et à 14h, on a des pics qui correspondent à des sporulations de champignons filamenteux. Pourquoi c'est ça Voilà. Pourquoi ? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, mais est-ce que c'est une chaleur ? Mais ça a déjà été observé dans la littérature des phénomènes un peu quotidiens de gens-là. Et donc sur la période d'expérience, il me semble que ça a été fait sur plusieurs saisons. 10h, 14h,
on a des champignons. Et donc, ça peut perturber nos expériences, d'ailleurs. Ça dépend des humains. Oui, vous, sac à microbes. Pour 2 raisons. Parce qu'on est porteur de microbes, parce que aussi, on embrasse. Je vous ai dit, les micro-organismes dans l'air, ils ont tendance à se poser, à sédimenter, donc à aller vers le sol. Quand on marche avec nos chaussures, en fait, on les renvoie dans l'air. On brasse tout ça et on renvoie dans l'air. Ok. Ça marche aussi avec un mauvais aspirateur. Les animaux de compagnie ont aussi une responsabilité. Les plantes, particulièrement sur certaines espèces de champignons. La plomberie, les problèmes de plomberie, mais aussi votre douche. Quand vous prenez une douche, vous créez plein de petites gouttelettes. Ou, en fait, normalement, en sortie de station de potabilisation, on demande 0 micro-organisme par mètre cube. On est vraiment sur de l'eau javelisée. Cependant, il y a les tuyaux et puis il y a ce qu'il y a vous dans votre salle de bain. Et du coup, là, vous êtes en train de créer les vaisseaux aussi pour les micro-organismes. Ouais, et avec l'humidité croissante, il y a plus de l'humidité croissante, ils aiment. Ouais. Et ouais, du coup, il y a eu des études qui ont été faites sur l'impact de la douche et même les gouttelettes de toilette sur les micro-organismes dans les salles de bain, et on sait que ça a un impact. Faut pas prendre les douches trop longues, quoi. Ouais. Bah, disons, il faut nettoyer surtout sa pomme de douche. Ouais. Et enfin, il y a votre bâtiment, donc la façon dont il est construit. S'il y a des surfaces sur lesquelles il y a du moisi qui apparaissent, ce moisi, il peut faire des spores et qui vont aller dans l'air, et voilà, vous allez créer des aérosols. Il y a aussi l'isolation, en fait. Si vous avez des bâtiments qui respirent peu, ce qui est de plus en plus le cas, et vous allez avoir de moins en moins d'échanges avec l'extérieur, et donc on peut avoir une accumulation de polluants de type microbiologique en intérieur qui va être supérieure à ce qu'on aurait en extérieur. Ouvrez vos fenêtres. Ouais, moi quand j'étais en Irlande, c'était assez humide et j'ouvrais pas tout le temps chez moi, j'avoue. Et j'ai eu l'accumulation de taches un peu bleues. Ouais, c'est ça ou pas? C'est totalement, oui, les taches bleuâtres en général, c'est des champignons. Ah ouais, c'est un peu ça. Ouais, non. En même temps, en Irlande, il fait tellement humide et il fait tellement froid que t'as pas envie d'ouvrir non plus à Dublin. Ouais, mais l'Irlande c'est très bien à part le temps. Le temps qu'il fait, le reste, je vous recommande d'aller en Irlande. C'est très beau, très joli. Ouais. Les gens sont très sympas aussi. Bref. Ouais. Ouais, donc ça dépend de plein de paramètres. En particulier sur les animaux de compagnie, il y a une étude qui a été réalisée qui a étudié du coup la richesse du microbiote de l'air. Donc chez des personnes qui n'ont pas d'animaux, donc c'est le NP, le no pet, des personnes qui ont un chat, donc cat, et des personnes qui ont un chien, donc dog. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une sacrée différence. J'ai un grésillement. Qu'est-ce qui se passe? Exact. Ça fait un grésillement. Est-ce que c'est les vaisseaux? Est-ce que les micro-organismes contre-attaquent? Ils ont intégré le stream, ça y est. Ils contrôlent dorénavant le flux de données qui arrive dans l'émission. Non, je ne sais pas. Je crois pas que ce soit chez moi. Je crois pas que ce soit chez moi non plus, mais on va vérifier. Je vais bloquer mon. Tu peux te mute? Je me suis muté, ça n'a pas changé. Et là, vous l'entendez ou pas? Dans le chat. Attends, je demande au chat. Ouais, j'entends que ça augmente chez toi. Là, j'ai coupé ton. C'est bon, c'est passé. Ah bon? Ah, c'est au moment où t'as parlé, Samuel. Ah. Incroyable, Samuel le sauveur. C'était peut-être lui aussi la cause, hein. Je veux pas. Peut-être qu'il y avait une interférence à un endroit, mais d'un coup c'est tout calme. Superbe. Le calme après la tempête. On va profiter d'être dans l'œil de la tempête. Du coup, ce que vous pouvez voir... C'est incroyable de vivre ce bug, j'ai jamais eu ça. Ça augmentait, c'est vrai, progressivement. C'est de la folie. C'est une première, je me sens privilégiée. Excuse-moi, vas-y, tu peux continuer. Pas de souci. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que du coup, il y a une forte influence de la présence d'un animal sur le nombre d'espèces microbiennes différentes détectées, donc sur la richesse du microbiote. Et du coup, avec des valeurs P, c'est-à-dire la probabilité que,
ce soit une différence qui est juste statistique et pas une différence qui est vraiment liée à la présence d'animal, qui sont assez fausses. Alors, et ce à quoi ça conduit d'ailleurs, qui est assez rigolo, c'est que si je prends un échantillon de l'air chez vous et que je l'analyse, et que je fais ma prédiction, que je dis est-ce que vous avez un chien, est-ce que vous avez un chat, est-ce que vous avez rien, j'ai 92% de chances de répondre juste sur la question de est-ce que vous avez un chien ou pas, et 83% de chances de répondre juste pour dire si vous avez un chat ou non. C'est-à-dire que si je prends un échantillon de l'air chez vous, et que je ne regarde pas s'il y a une litière ou s'il y a quoi que ce soit, hein, juste si quelqu'un attrape de l'air chez vous. T'as quand même beaucoup de chance dans les deux cas, quoi, en fait. C'est ça. Que je veux dire. Donc cette étude, elle est un peu... C'est ça. C'est que ça a une telle influence qu'en fait, on peut le rétro-procéder. Si je prends l'air chez quelqu'un, est-ce que je peux deviner enfin pas deviner, mais déterminer s'il a un animal ou non. Voilà. C'est intéressant et puis j'aime bien ce graphique. Voilà. Ouais, c'est joli. Hein. Du coup, je vais vous parler plus particulièrement de l'air intérieur parce que c'est quelque chose qu'on arrive plus facilement à maîtriser. Ouais. Et aussi parce que vous et moi, si vous comptez le temps que vous passez en intérieur par rapport au temps que vous passez en extérieur, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas souvent dehors. Dans les pays donc dits développés, hein, et donc en France, on considère qu'on passe plus de 85% de notre temps en intérieur. C'est-à-dire que sur les à peu près 14 000 litres d'air que vous allez respirer chaque jour, il y en a plus de 10 000 qui vont être respirés en intérieur. Ouais, ça représente une chose. D'ailleurs, vous pouvez penser un peu au fait que vous respirez. N'oubliez pas d'inspirer et d'expirer pendant ce live. C'est important. Merci de me rappeler de rester en santé. C'est ça. Oui, faire le ménage n'est pas suffisant quand on est allergique à un animal parce qu'il y a toujours l'animal. Il faut virer l'animal des os. Mais après, je ne sais pas exactement ce qui provoque l'allergie, quel composé provoque l'allergie. Donc, ce qui sensibilise. J'avoue que n'étant pas allergique, je me suis assez peu posé la question. Et donc, ces micro-organismes dans l'air, ils vont poser donc un risque pathogène, puisqu'on va avoir des maladies aéroportées, donc maladies apportées par l'air, comme la légionellose, qui est quelque chose qui est arrivé dans un hôtel pour la première fois, justement, un hôtel où il y avait plein de légionnaires pour un congrès. Ou une qui est peu présente en France, mais qui est la première cause de mort infectieuse selon l'OMS, la tuberculose. Voilà. Et ce risque pathogène, il va passer par plusieurs choses, parce que du coup, on peut inhaler, mais on peut aussi avoir un dépôt sur des aliments. Avec une contamination des aliments, on mange l'aliment et on a un problème ensuite. Et donc, ce que je vous disais sur l'intérieur, c'est qu'en fait, on a une accumulation de micro-organismes qui est propre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une augmentation de pollution très forte en intérieur qu'on ne va pas avoir en extérieur. On a des niveaux fluctuants en extérieur, mais avoir une croissance très forte et donc une concentration qui augmente de façon très importante, de façon localisée, ça on va le voir surtout en intérieur. Okay. Et ça, c'est aussi lié au fait que les bâtiments sont de plus en plus isolés. Les bâtiments qu'on n'ouvre pas autant que ce qu'il faudrait, c'est ça. C'est pas juste ouvrir les fenêtres, en fait. Il y a un truc qui est terrible, c'est que sur lequel on n'a pas la main, c'est les bâtiments, c'est les matériaux de construction. Ok. C'est-à-dire qu'on a des matériaux de construction qui sont moins respirants, qui laissent moins passer l'air et qui laissent moins passer les micro-organismes. Ok. Et ça, c'est pas toujours top. Mais, fort heureusement pour nous, il existe des purificateurs d'air. Yay! Donc ici, vous avez 4 modèles de purificateurs d'air. Et j'aimerais vous parler des techniques qui sont utilisées. Donc, je ne vais pas du tout vous parler de ce que j'ai développé pendant mon travail de thèse, puisque là, c'est un peu la vidéo, mais de ce qui existe aujourd'hui sur le marché pour traiter l'air. Parce que toi, dans ta thèse, t'as travaillé indirectement avec une industrie qui produit justement des purificateurs ou une technologie du moins. On n'a pas travaillé avec une industrie qui en produit, on a travaillé avec des universitaires et des industries pour en produire. D'accord.
Voilà. Pour en produire un qui ferait purificateur chimique et microbiologique d'air. Les deux, du coup, moi j'étais sur la partie qu'est-ce qu'on met comme matériau pour faire les micro-organismes. On avait d'autres qui s'occupaient à comment on gère la mécanique des fluides, l'air, l'arrivée, l'aspect moteur. D'autres, c'était sur la qualité chimique. Voilà, donc on a travaillé tous ensemble. Est-ce qu'on peut faire des doubles effets qui se coulent en combinant des techniques, ce genre de choses. Ok. Voilà. Ça, c'était mon travail de thèse. Sur une partie. Mais du coup, là, je vais vous parler de ce qui existe sur le marché, parce que si jamais vous rencontrez demain un purificateur d'air, ça peut être intéressant de vous poser la question de comment il marche, quelles sont les qualités, quels sont les défauts de chaque technique. Ça marche. Voilà. Donc, je vais commencer par la filtration haute performance. Donc, les filtres EPA ont été créés dans les années 50 dans l'industrie nucléaire, en fait, à la base. Et c'est des filtres très performants qui, en fait, vous voyez, il y a plein de petits mécanismes qui vont que ça fonctionne. Donc en jaune, vous avez la fibre de filtre et en rouge, vous avez donc la trajectoire idéale, la trajectoire normale d'une particule et ce qui va vraiment se passer. Donc on a un mécanisme de filtration par diffusion, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne va pas vraiment suivre sa trajectoire idéale et elle va aller se diffuser, se poser sur le filtre. Une interception, c'est-à-dire qu'une particule va venir frotter sur la fibre. Donc c'est des fibres, il me semble que c'est de la fibre de verre. Frotter et en frottant, elle perd sa vitesse et elle peut plus repartir. Alors attends, excuse-moi, le rouge c'est la trajectoire. Oui. Tu disais idéal ? Non, attends. Oui, c'est la trajectoire attendue en fait. C'est la trajectoire si t'as pas d'interaction. Ok, si t'as pas d'interaction. Mais l'interaction c'est là je vois une traînée marron d'un point noir. Ça c'est la trajectoire qu'elle a subie finalement. Oui, c'est ça. Les toutes petites particules, elles vont avoir tendance à se diffuser. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les micro-organismes, avec leur vaisseau, ils tombent pas. C'est-à-dire qu'ils interagissent en fait avec les molécules de l'air. Ouais, d'accord. Et donc la trajectoire rouge, c'est la trajectoire sans interaction. Ouais. Et les toutes petites particules, en fait, elles vont se faire rebondir, elles vont se faire envoyer, et leur trajectoire va être impactée par leurs interactions avec les molécules de l'air. D'accord. D'accord ? Ça va ? Le but du filtre, c'est de faire quoi là ? Je comprends pas. C'est de retenir. Le but d'un filtre, c'est que. Retenir. Donc il faut que le point noir s'écrase sur le truc jaune. Voilà. Désolé, je suis aussi fatigué que toi. La particule, elle arrive à gauche. Elle arrive à gauche avant la fibre. De gauche à droite. Et le but, c'est qu'elle n'arrive pas à droite. Ok. Ça va ? C'est bon. D'accord. Je vais y arriver. Du coup, voilà, l'interception, c'est que la particule, ça va frotter jusqu'à être arrêtée, il n'y a plus de vitesse. Ça, c'est les particules plutôt de taille moyenne. Donc, l'impaction par inertie, c'est en fait... alors, c'est là où le truc est mal fait, c'est juste que ça va suivre sa trajectoire, ça va s'impacter et pouf. C'est difficile à expliquer, mais en fait, du coup, là, ça me dit, ouais, ça va pas avoir d'énergie pour repartir, mais ça va pas se faire par frottement. En fait, l'interception, ça va commencer à avancer sur la fibre, mais ça va perdre en énergie dessus. L'impaction par inertie, ça se stoppe directement. Ok. Voilà. Il y a aussi l'attraction électrostatique, parce que, en fait, je vais y arriver. On sait que nos particules, elles ont plutôt tendance à être chargées. On peut avoir en gros un peu de l'attraction électrostatique. Je vérifie. Est-ce que j'ai totalement oublié ? C'est très honteux, mais j'ai totalement oublié de parler et de détailler. Je vois une erreur réseau est survenue sur le live, je précise. Une erreur réseau est survenue sur le live ? Moi, de mon côté, il n'y a pas de problème. Mais, bonne nouvelle. Le chat pourra nous confirmer s'il y a un problème. S'il y a une erreur 2000, j'ai une pub maintenant. Un bug de l'an 2000. Ouais, non, F5, c'est moi. Voilà. Bon, c'est une bonne nouvelle si le problème est de mon côté. Pas de problème. Et enfin, il y a le tamisage. La particule est trop grosse pour passer entre deux fibres. Du coup, elle passe pas. Voilà. Ok. Du coup, je voilà. le truc. Et donc ça, c'est Excuse-moi, t'as oublié de parler de certaines choses, c'est ça ? Je crois pas. Normalement, non. Ah, j'ai dit que dans ma thèse, j'avais oublié de parler de l'attraction électrostatique et que c'était pas bon. Parce que je triche. Vous ne pouvez pas le voir, mais j'ai mon manuscrit de thèse sous les yeux. Ce qui me permet de ne pas vous raconter de bêtises. Alors, voilà.
Excuse-moi, Oui. il y a une question de copain Alex qui demande il y aurait un intérêt à laisser circuler les micro-organismes à travers les murs, comparé à une ventilation naturelle ou mécanique. Oui, il y aura un intérêt qui est en général que l'extérieur va fonctionner comme un tampon en fait. En fait, c'est comme l'eau stagnante finalement. Enfin, il vaut mieux Ouais. que les choses bougent pour éviter que les choses se développent à l'endroit où elles restent. Si les choses restent, elles ont tendance à s'y développer, non? Je sais peut-être c'est un peu caricaturé ce que je dis, mais Ouais, c'est un peu ça. En fait, comment dire, c'est que pour le coup, c'est un peu comme un peu comme des concentrations chimiques, c'est qu'on va avoir des effets de diffusion. Et si vous créez des micro-organismes dans une maison et qu'ils n'ont pas de moyen de sortir parce qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, bah, ils vont pas sortir. Ils vont rester, ils vont s'accumuler. S'il y a des échanges, bah, va y avoir des micro-organismes de l'extérieur qui entrent chez vous, mais ça arrive aussi quand vous ouvrez vos fenêtres. Mais ceux que vous créez en intérieur vont aussi repartir vers l'extérieur et on va avoir plus d'équilibre. Je ne sais pas si c'est très clair. Si, je pense, ça évite la concentration, quoi, tout simplement, au même endroit. J'essaie de trouver, voilà. Mais c'était une étude qui avait montré que du coup les avancées dans le domaine du bâtiment et de l'architecture, donc depuis les années 80, ont conduit à la création d'habitations et de lieux de travail qui sont de plus en plus hermétiques et que ça crée des accumulations de polluants. Voilà. Jones, je sais qu'il s'appelle Jones et je sais plus de quand date l'étude parce que c'était mon intro et que j'avais pas le droit de mettre de rêve pour mon intro. Je voulais pas. J'ai dû la cacher quelque part ailleurs. Bref. Le filtre EPA, c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire que ça intercepte 99,97% des particules de 0,3 micromètres et plus. C'est-à-dire que eux, voilà, hop, pouf, 99 environ. Hein, j'ai refait le graphique, mais du coup, il est pas parfait. Et voilà, et avec des régimes différents, ce que je disais, c'est que donc les toutes petites particules, en fait, elles vont être traitées aussi par ce système de diffusion. Elles vont rebondir sur les molécules de l'air jusqu'à s'impacter sur la fibre. Ensuite, là, on a ce régime mixte où c'est moins bien parce qu'on a peu de diffusion, mais on n'a pas vraiment non plus l'interception, l'inertie et le tamisage. Okay. Et sur les plus grosses particules, on y arrive mieux. Okay. Voilà. Un peu surprenant, mais donc. Voilà. Simplement, c'est plus efficace. Enfin, plus les phénomènes, plus il y a de phénomènes qui sont impliqués dans l'affaire, évidemment, plus c'est efficace. C'est ça. Ça marche bien pour les tout petits et pour vraiment les trucs gros, quoi. C'est ça. Et après, parce que les phénomènes ont leur impact plus ou moins important aussi selon la taille de la particule. Le tamissage, par exemple, il va vraiment être très efficace sur les trucs très gros, j'imagine. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Tu as bien résumé. Donc ces systèmes de filtration qui ont été développés pour l'industrie nucléaire, ils ont l'efficacité qu'ils ont et c'est une bonne solution. Cependant, ils ont deux défauts, deux gros types de défauts. D'abord, ils ont quand même des défauts en termes de sécurité, parce que il n'y a pas d'action germicide. Donc c'est-à-dire que les micro-organismes ils se déposent. Déjà, ça veut dire que votre filtre il va se boucher et que quand vous allez changer, vous allez être exposé à des bioaérosols. Ouais. Et on sait qu'on a des micro-organismes qui arrivent à y rester, donc par exemple Bacillus atrophius, voilà, c'est du name dropping un peu. Et on a même des problèmes de champignons, comme Penicillium oxalicum, je ne sais pas le dire, parce que je n'ai jamais eu besoin de le dire à l'oral, qui vont en fait être capables sur ces filtres de croître. S'il y a une humidité suffisante, ils vont pouvoir se reproduire et ils vont pouvoir manger le filtre. Ah ouais, pas cool. Pas cool du tout. Et du coup, il y a des problèmes avec ce système quand on les arrête et qu'on les relance. C'est-à-dire, on les arrête, la croissance elle va pouvoir se faire d'autant plus facilement. On les relance, et on va avoir un relargage de micro-organismes. Et l'autre, voilà. Donc ça, c'est le premier défaut. L'autre gros défaut. Excuse-moi, tu peux rappeler ce que ça veut dire EPA? Oui, c'est High Efficiency Particulate Air. Ok. Voilà. En fait, il y a même plusieurs
plusieurs explications. Du coup, je vais vérifier que c'est bien celle-là. Oui, ou alors c'est High Efficiency Particulate Arresting. Ou voilà. En gros, il a plusieurs. C'est un stopper de particules à haute efficacité. Et il n'est pas très, très malin, cet acronyme. C'est vraiment filtre haute performance. Ok. Ouais. Donc, comme le fait remarquer le geek, quand on remplace un filtre, il faut faire attention, on ne va pas respirer trop près ni le secouer. Et en plus, voilà, il doit voir porter un masque et voir avoir des systèmes avec quasiment des cartouches où vous le touchez le moins possible, où vous avez un système pour le retirer, ou un peu comme la machine à café qui va toute seule avec une petite molette le virer dans la poubelle, vous savez. Vous réouvrez votre dosette. Et donc, l'autre gros problème, c'est l'aspect énergétique. Je ne sais pas si vous avez le courant, mais si vous voulez faire passer de l'air à travers un filtre très très fin, vous allez en fait, quand vous allez envoyer votre air à une certaine vitesse, à une certaine pression, vous allez avoir derrière une perte en pression. En fait, c'est-à-dire que l'air qui va ressortir va être à une pression plus faible, et parce qu'il y a une dissipation d'énergie qui est liée à ce qu'on appelle la perte de charge. Donc, la perte de charge, c'est la dissipation d'énergie quand on essaye de passer un filtre. C'est assez évident, c'est quand vous mettez votre eau dans un filtre de cafetière ou ce genre de choses, vous allez attendre, en fait. Et si vous voulez que ça aille plus vite, il va falloir créer un vide, créer une dépression. Pousser d'un côté, créer une pression. Ou pousser d'un côté ou tirer de l'autre. D'accord, ouais, c'est ça. Mais quand on pousse d'un côté, on crée une pression, mais donc une dépression de l'autre côté. Ouais. Okay, il y a toujours une différence de pression, mais c'est où on tire de l'autre pour amener ou on pousse d'un côté. Donc ça veut dire qu'un filtre de performance, c'est coûteux en énergie. Oui, pardon, tu as fait une grimace. Moi, j'ai fait une grimace. Ah. Non, oui, il y avait une question. Non, si, c'est vrai. Il y avait une question sur la fréquence des filtres. Tu l'as peut-être vu cette question. Tous les combien il faudrait changer un filtre? Alors en fait, souvent, les filtres épails seront utilisés avec des pré-filtres, justement pour qu'ils se bouchent moins vite. C'est-à-dire qu'on va utiliser un pré-filtre un peu moins bien. Et après, on va utiliser le filtre de performance. Les pré-filtres, ça doit être remplacé tous les 4 mois, et les filtres haute performance, c'est tous les 6 mois, sur les recommandations que j'ai trouvées par des entreprises. Voilà. Donc, c'est pas tous les jours non plus, hein, mais c'est important à voir, par exemple, si vous avez des personnels qui vont entretenir un immeuble où des gens travaillent. Vous, employés, vous allez probablement jamais vous poser la question de est-ce qu'il faut changer le filtre, mais il y a des personnes qui gèrent la maintenance qui, elles, vont devoir faire la ronde, et peut-être que eux, une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, ils vont être exposés à un changement de filtre, parce qu'il y aura plusieurs filtres à changer et qu'ils ne sont pas forcément tous sur la même temporalité. Voilà. Ok. Voilà. Et est-ce que c'est bon sur la filtration? Donc la filtration, c'est bien parce que ça marche de façon très efficace. C'est pas bien parce que il faut pas l'arrêter. Il faut pas l'arrêter. Si vous arrêtez un filtre de performance, que vous partez en vacances et que vous revenez, vous le changez. Vous ne recommencez pas à l'utiliser parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé pendant que vous étiez parti et que vous pouvez avoir une accumulation. Voilà. Okay. C'est important. Et donc, on va passer à la deuxième technique de traitement. La deuxième technique de traitement, c'est le traitement thermique. Si vous chauffez, si vous allez au lance-flamme sur les micro-organismes, ils ne vont pas aimer. Ils ne vont pas aimer pour 2 raisons. Donc, il y a d'abord l'oxydation qui est liée à la chaleur sèche. Les micro-organismes sont très sensibles au stress oxydant et à l'oxydation. Ou par le traitement humide, en fait, on va, donc avec de la chaleur humide, on va avoir une dénaturation des protéines. Et les protéines vont pas aimer non plus. Pour le traitement de l'air, on utilise en général la chaleur sèche. C'est moins efficace que la chaleur humide, qu'on va utiliser par exemple dans les autoclaves. Les autoclaves, c'est ce qu'on utilise pour stériliser. Je vais expliquer, rassure-toi. Ouais. Un autoclave, globalement, c'est une cocotte minute. C'est une cocotte minute dans laquelle on va mettre un peu d'eau au fond, on va mettre un étage et on va mettre notre verre à stériliser. Et puis on va mettre à 120, 121 degrés et sous pression.
Voilà, donc on va laisser la pression augmenter dans ce système fermé. Et donc là, on est typiquement sur un traitement humide. Le traitement humide, ça marche très bien. C'est ce qu'on aime bien utiliser donc en hôpitaux. Ils font ça aussi. Et par contre, allez faire ça sur de l'air, quoi. On peut pas juste mettre l'air en cocotte minute, le relarguer, enfin le relaisser. Enfin, ça va être super long. C'est pas pratique du tout. C'est pas possible de gérer sur le traitement de l'air de la chaleur humide. Ce qui me rappelle que je vais faire une légère pause. Là, je vous parle du traitement de l'air. Et les micro-organismes, je vous ai dit, ils se posent. Et vos objets, ils ont été pensés pour ça. Votre clavier d'ordinateur, et vous êtes sans doute plein devant un clavier d'ordinateur maintenant, il est traité. Il est traité, il y a probablement des nanoparticules d'argent dans le plastique, justement pour que quand les micro-organismes se déposent dessus, ça ne vous fasse pas du moisi. Ils ne puissent pas se développer. Voilà. Donc ça, c'est important d'y penser. On ne va pas avoir les mêmes techniques d'approche dans l'air que dans les objets. Parce que l'objet, donc si j'ai un micro-organisme qui s'y pose, il va y rester longtemps. Donc il va rester longtemps en contact avec mon plastique. Et donc je peux avoir des stratégies qui vont être sur le long terme. Donc des choses chimiques comme l'argent, qui a une action germicide chimique. Et dans l'air, on ne va pas avoir les mêmes stratégies parce que l'idée, là, ça va être de traiter des gros volumes d'air assez rapidement. Voilà. Sur cette petite parenthèse, il y a de l'argent dans vos claviers. Revenons à notre traitement thermique. Donc, le traitement thermique, on va utiliser la chaleur sèche qui va oxyder. Et ça va... Excuse-moi, c'est quelle température à peu près, chaleur ? Ça arrive. C'est beau. Oh, la transition. Yes, ça arrive souvent que je coupe la parole pour rien. C'est pas grave. Bonjour à tous. Installez-vous sur le chat, n'hésitez pas à vous poser vos questions. Aucun souci. Aucun souci. Du coup, ici, vous avez deux bactéries, donc Escherichia coli, qui, il faut vraiment que je dise de bêtises là-dessus, et je vais vérifier tout de suite, mais normalement, oui, elle est gram-négative. Donc, elle est gram-négative, elle est plus fragile. Vous voyez que elle, à 160 degrés, c'est bon, elle est dénaturée. En gros, il n'y en a plus. Si, en fait, ce que vous avez, c'est voilà, c'est le pourcentage qui reste. Et ici, vous avez différents milieux de culture. Les milieux de culture, c'est globalement de la gélose sur laquelle on a mis des nutriments pour que les micro-organismes poussent. Et il y en a qui aiment plus ou moins. Donc, quand on fait des tests, on les fait sur plusieurs milieux de culture. C'est quoi la gélose ? La gélose, c'est de la gélatine, en fait. On fait ça à l'agar. Enfin, on fait ça avec de l'agar. C'est un gel d'agar. Tu vois la gelée, la jelly anglaise ? Ouais, je vois, ouais. La jelly anglaise, tu mets du sucre et de la gelée et pouf, t'as un milieu de culture. Ouais, d'accord. Ici, il y en a un milieu qui est au soja. Voilà, le TSA, c'est un milieu soja. Là, le MA, c'est un milieu justement avec juste un tout petit peu de sel, un tout petit peu de sucre. Glucose. Et la NC, c'est une McConkie, que je ne sais pas. Et NA, c'est une gélose nutritive. Voilà. Voilà. Ok. Donc, Escherichia coli, gram négative à 160 degrés, on est à peu près bon, il n'y en a plus du tout. Bacillus subtilis, gram positive, plus résistante, parce que je vous l'ai dit avant, va falloir aller jusqu'à 400 degrés. Donc, on a deux possibilités là. Ouf, on applique du 400 degrés, et là, c'est que pour les bactéries. J'ai pas trouvé les infos pour les champignons, je peux même pas promettre qu'à 400 degrés, je vais éliminer les champignons. On se met à 400 degrés, et vous sentez bien que chauffer à 400 degrés, même localement, là encore, on se retrouve avec un problème de coût énergétique. Et, ou sinon, on chauffe moins fort, mais dans ce cas-là, on accepte que notre efficacité ne soit pas super. Ouais. Et donc, c'est dépendant du type de micro-organisme traité. Si on se pose à une température donnée, on va avoir une efficacité très différente. C'est-à-dire qu'à 200 degrés, effectivement, Escherichia coli, j'en aurais plus. C'est ça, ouais. Donc, ça dépend surtout de l'organisme et pas tant du milieu. Enfin, un petit peu quand même. Mais... Le milieu de culture, ça, c'est nous juste pour regarder, en fait. Le milieu de culture, il faut prendre la valeur la plus haute. Alors, pourquoi il faut prendre la valeur la plus haute ? Parce que parfois, on a des micro-organismes qui sont encore vivants, mais qui sont trop stressés pour se reproduire. Et ils sont encore là, et dans notre milieu de culture, ils ne vont pas réussir. Mais est-ce qu'ils sont inactivés ? C'est compliqué à dire. Très compliqué à définir la mort d'un micro-organisme.
Merci de ne pas nous poser trop de questions dessus. S'il vous plaît. Je sais pas si quelqu'un avait prévu de faire ça. Mais... Le faites pas. Mais maintenant que tu as donné des idées, hein. C'est trop tard maintenant. Il n'y a pas moyen de trouver un super prédateur qui habiterait le filtre. Bonne question, je réponds maintenant avant de passer à autre chose. On n'a pas mis de super prédateur, mais on a mis de l'argent. Le même argent qu'il y a dans vos claviers. Et ça marche pas trop mal. Mais c'est pas foufou parce que l'argent, il préfère les milieux très humides et que les milieux très humides, ils favorisent aussi la croissance des micro-organismes. Voilà. Mais comme pour le clavier, on peut repenser le fait qu'on va avoir un dépôt sur un objet avec du temps long et on peut mettre de l'argent. L'argent, c'est un très bon germicide. Il est utilisé depuis... Attention, référence... alors, en moins 55, c'était déjà connu, mais en fait, c'était connu avant. Pourquoi l'argent en particulier Pourquoi les métaux, même? Peut-être en général, on a peut-être d'autres des métaux qui sont germicides. Oui, le cuivre et l'or marchent aussi, mais l'argent marche bien. Alors, en fait... ça va surtout être une action sous forme ionique où c'est des ions qui ont une fonction biologique à petite concentration mais vont être cytotoxiques à haute concentration. Donc, par exemple, cuivre, cobalt, zinc, c'est-à-dire c'est des ions dont on a besoin, mais sinon non. Et les ions argent, on va être totalement net, on n'est pas encore totalement sûr de tous les mécanismes impliqués. Il y en a plusieurs, et en particulier des interactions avec des groupes thiols, c'est des groupes soufre-hydrogène, qui vont être dans les enzymes et les protéines. Il va y avoir des interactions avec l'ADN. En gros, ça va venir s'insérer dans les cellules, et ça va s'accumuler, et ça va perturber plein de mécanismes. Ça va perturber le mécanisme qui permet de maintenir la membrane, la réplication de l'ADN, des enzymes qui vont être nécessaires à la respiration cellulaire. Okay, donc ils peuvent aussi s'intercaler dans l'ADN des cellules. En fait, c'est des gros trolls. Ils arrivent et ils foutent le bordel. D'accord. Mais de plein de façons différentes. Voilà. Et à nouveau, on va avoir ce même effet que les groupements thiols, en fait, ils sont protégés par la couche de peptidoglycane qui est mon polymère chez les grammes positifs, donc ça va avoir un effet moindre chez les grammes positifs que chez les grammes négatifs. Et on a plutôt un meilleur effet avec les ions métalliques qu'avec les métaux, mais on a aussi des effets avec les métaux. On n'est pas encore sûr de comprendre exactement tout ce qu'il se passe avec les métaux. D'accord. Ouais, c'est encore à l'étude. Mais voilà, ça a été, mais ça fait très longtemps. Je sais pas si je vais le retrouver, mais les gourdes en argent, il me semble que c'est le premier millénaire avant Jésus-Christ. Enfin, c'est vraiment très vieux. On trouve depuis très longtemps des gourdes en argent qu'avaient les riches. En fait, pourquoi il y avait des gourdes en argent? Parce que du coup, si tu mets de l'eau dans des gourdes en argent, les micro-organismes, ils peuvent pas se développer. Les gens, ils le savaient de ça? Ils ne le savaient pas. Enfin, ils l'avaient constaté que, visiblement, de l'eau dans une coupe en argent, ça rendait moins malade. Et ils l'ont pas compris. Oui, bien sûr. Mais ils l'ont observé. Ouais. Mais même nous, on galère à comprendre exactement pourquoi. Alors, je vais pas leur jeter la pierre. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, mais l'argent, c'est pas utilisé tellement dans l'air. Et j'ai essayé pendant ma thèse, du coup, je peux vous le dire, c'est pas très utilisé parce que ça marche pas très bien. Voilà, parce que c'est une réaction chimique et qu'il faut du temps de contact. Et que si on veut traiter des gros volumes d'air, on n'a pas de temps de contact. Voilà. Comme ça, vous êtes au courant. Si on essaye de vous le vendre, sachez que non. Et sachez que ça ne bloque pas non plus les ondes. Donc, ne cherchez les caleçons avec des nanoparticules d'argent. Vous oubliez. Oui, parce qu'il y a eu des ventes de caleçons renforcés à l'argent. Pour protéger les parties, le futur de la France. L'élite française. Ouais, c'est ça au moins. Alors, bon, le troisième type de traitement, c'est le traitement par ionisation. En fait, l'ionisation, ça va créer des ponts entre les particules. Donc, on envoie des ions et on va avoir ce phénomène électrostatique. Et ça va nous créer des ponts entre les particules. Donc, pont entre les particules veut dire plus grosse particule globale, donc particules qui tombent plus vite, principalement.
Alors, attends, Euh, ça consiste en quoi ce traitement par ionisation? En gros, tu génères des ions. Mais Tu en génères faisant des quoi? ions et tu les envoies. Bah, t'as un canon à ions. Ah, t'as un canon d'ion de quoi? C'est quoi comme ion? Bah, alors j'ai pas trouvé tellement d'infos, mais je vais les chercher tout de suite. Parce que, C'est dans ta thèse? non, oui, c'est dans ma thèse, mais maintenant ce serait bien que je trouve la publi, tu vois, à ce stade de Fletcher et al. Ok. Mais en gros, pendant que tu recherches, l'idée c'est de balancer des ions qui Ouais. sont, je le rappelle, des atomes dont on a arraché 8. un électron. C'est des ions positifs, j'imagine. Plus ou moins. Eh ben, tu es en train de voir Pas forcément. que. Pas forcément. En fait, je vois pas sur les graphes Ah, où c'est tu le écrit. vois pas, il y a écrit anion là et il y a écrit cation Ah là. oui, oui, d'accord. À gauche, c'est des anions et à droite, c'est des cations. Bah, Et on sait pas pourquoi. je vais faire un petit rappel pendant que tu cherches, si tu veux, sur ce que Ouais. sont les anions et les cations. Je vais tomber des trucs là, Vas-y. mais tout va bien. Les anions, ce sont donc à la base les atomes. Vous connaissez, les atomes, ce sont des entités neutres, on dit. Donc il y a autant de charges positives que de charges négatives. Les charges positives étant les protons, les charges négatives les électrons. Donc un atome est globalement neutre, vous avez autant de protons que d'électrons. Mais en chimie, on peut jouer sur les électrons. On peut retirer des électrons ou en ajouter. Lorsque vous retirez un électron d'un atome, du coup, l'atome se retrouve avec plus de protons que d'électrons. Donc il est chargé alors positivement, il a une charge plus, donc on appelle ça un cation. Et à l'inverse, si vous mettez un électron dans un atome, on se retrouve avec plus d'électrons que de protons. On dit que l'atome est chargé négativement, et ça s'appelle alors un anion. Donc ce sont les deux formes d'ions qui existent, les anions et les cations. Et sur ces belles figures, il y a une exposition à des anions à gauche et une exposition à des cations à droite. Voilà. Après, la nature de ces anions et des cations n'est pas forcément nécessaire pour comprendre les tendances de ces graphiques, je pense. Mais voilà. C'est quoi les axes fractions de micro-organismes restants? Voilà, c'est souvent ça. Sur les axes, vous avez la quantité de micro-organismes qui sont restants après les avoir irradiés en quelque sorte avec les anions ou les cations. Voilà. Je vais dire un truc très décevant. Je suis allée voir l'étude dont est tiré ce graphique. Et pour faire des ions, on utilise une source à ions. Voilà. Merci, Captain. Je suis désolée. C'est Oh beau là ça. là. Source à ions. Voilà. C'est Et dans donc, quel journal qu'il a été publié? c'était sur BMC Microbiology. C'est un facteur. Biomed Central Microbiology. Et ben, je vais C'est un chercher. facteur d'impact de 0,01. Attends, t'exagères. Mais Non, toi, en fait, alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que 3,287. Ou 3,8, mais visiblement 3 et quelques. Voilà, prends-toi ça dans la tronche. Là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en microbiologie, on est moins rigoureux sur certaines choses. Oui, je plaisante. Bon, On n'est pas physicien, c'est sûr. Voilà. Du coup, ils ont testé plusieurs souches. Ils en ont testé 7, ce qui est assez chouette. 7 souches, il me semble que... Est-ce que PA Aeginosa, c'est peut-être un champignon? Non, ils ont dû tester que des bactéries. Oui, ils ont testé des bactéries. okay. Et ce qu'ils ont vu, c'est que du coup, avec l'exposition à des anions, donc on a une décroissance plus importante, plutôt en moyenne, hein, parce que effectivement, il y en a un. Non, c'est parafortutum. Ouais, c'est ça, parafortutum. Se fait bien marade. Voilà, mais que plutôt les anions là, sont plus efficaces. Ça s'appelle Mycobacterium parafortuitum. Les anions, ça marche plutôt mieux, donc on utilise des anions. Il y a eu des essais qui ont été faits en hôpitaux. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que, et du coup, sur 2 types d'infections. En fait, ils ont testé pendant 10, 120, 150, 5 mois, en gros 5 mois.
avec des ionisateurs, sans ionisateurs. Ils ont regardé le nombre d'infections nosocomiales qu'ils avaient à partir de 2 souches. L'acinetobacter SPP, qui est une souche. Je vais essayer de voir si je peux vous en raconter un peu plus sur lui. C'est un genre de bactérie, en gros, c'est un genre de bactérie. Et ensuite, le staphylocoque doré méticilline résistant, donc résistant à la méticilline, qui est le traitement habituel contre le staphylocoque doré. Et ce qu'ils ont observé, donc on prend 5 mois d'hôpital, on regarde 5 mois d'hôpital et on regarde le nombre d'infections, c'est que les infections par Acinetobacter, elles sont passées de 11 infections à 2 infections. Et les infections avec méticilline, avec staphylocoque doré résistant à la méticilline, il y en avait 15 sur les 5 premiers mois d'études, donc sans ionisateur, et il y en avait 15 sur les 5 mois avec. Donc, pas de différence statistique. Donc, il y a un effet, mais il reste dépendant du type de micro-organisme. Ce qui est un peu contre-intuitif. Si c'est censé juste former des ponts, ça devrait marcher sur tout le monde, mais c'est pas le cas. Oui, parce que les ponts, c'est juste physique. On a des particules qui sont du coup agglomérées, collées les unes avec les autres. Elles sont plus grosses. Et après, elles sont plus grosses, elles tombent du coup. Et elles tombent plus vite. Ça tombe plus vite, donc c'est pas. Ça les éclate au sol, quoi. Ouais. Sans les éclater, ça les dépose et du coup, elles sortent de la catégorie micro-organismes dans l'air et c'est plus notre problème, c'est le problème des gens qui regardent les micro-organismes sur les surfaces. Qui respirent, les gens qui respirent au sol, quoi. Voilà, les gens qui sniffent de la coke, par exemple. Ça peut être embêtant. Ne faites pas ça, les enfants. Surtout pas. Non, surtout pas. Surtout pas. Voilà, juste. Et voilà. Un des problèmes de ces techniques, du coup, c'est que... alors, il y a 2 problèmes, là encore, j'aime dire, il y a souvent 2 problèmes. Le premier problème, c'est que vous imaginez, vous envoyez des ions toujours à la même polarité dans l'air. Mmh. Et en fait, on va avoir des accumulations de charge sur les surfaces. Et si vous avez un purificateur d'air à ionisation et qui fonctionne vraiment, c'est-à-dire qui dit pas juste je fais de l'ionisation, mais qu'il en fait vraiment, vous allez avoir des décharges. Ouais, ça va faire de l'électricité statique en veux-tu en voilà, quoi. Exactement. Et il y a même 3 problèmes. Voilà. Le deuxième problème, et tu l'as soulevé, c'est qu'on les met à terre, en fait. Et mis à terre, c'est pas, là encore, c'est pas inactivé. Il suffit de donner un petit coup et puis ça repart. Hein. Les plantes, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu leur donnes un petit coup et pouf, t'en envoies dans l'air. Et le dernier problème, c'est que ce type d'ionisateur, même si les systèmes aujourd'hui commerciaux disent qu'ils ne le font pas, ils peuvent générer de l'ozone. L'ozone, c'est un oxydant puissant, donc les micro-organismes n'aiment pas l'oxydation, mais il y a d'autres cellules qui n'aiment pas l'oxydation, et c'est les vôtres. À partir de 100 parties par milliard, dans l'air, l'ozone est toxique pour l'humain. Voilà. Donc ça arrive très très vite. Donc ouais, en fait, on s'auto-intoxique en synthétisant, créant de l'ozone dans l'air. Voilà. On crée ce qu'on appelle une contamination secondaire. C'est-à-dire qu'on enlève une contamination primaire et on crée une contamination secondaire. Allez, 4e méthode, on espère qu'elle va être mieux. S'il te plaît, passe 4e méthode. Voilà. Le traitement par plasma. Bon, ok, cette image est un peu anticlimatique, je crois, mais en gros, donc le plasma, c'est un état de la matière à part qui est composé... Oui. Oui. Non, il y avait une question sur le Heidendal qui demandait si l'ionisation était un type de chélation à ce moment-là. Non, parce que la chélation, c'est la formation de ponts au niveau chimique. Et je suis pas sûre que l'ionisation fasse de la chélation. Pour moi, on est plus sur un phénomène électronique qui est latent. Je comprends ce que tu veux dire, mais et on est vraiment sur des particules, donc c'est plus compliqué. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau moléculaire, d'ailleurs, sur l'ionisation. Mais, c'est un bail. Okay. Peut-être que localement, on a la chélation, mais j'ai du mal à croire que juste une... Ouais. Je sais pas. Je vais être honnête et dire je sais pas. Intuitivement, je dirais non. Ou du moins, pas que. Parce que ça peut fonctionner même avec des liaisons faibles ou des liaisons ioniques.
Un peu comme dans les cristaux ioniques qui marchent bien et qui sont pas de la chélation. Oui, tu as totalement l'air de voir ce que je... Hein? Désolée. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu aimes bien Ozone, le groupe de musique, sinon? Question existentielle. Ils sont moins toxiques que l'ozone le vrai. Ok. Et peut-être qu'aussi, si on les met très très haut dans l'atmosphère, ils serviront à quelque chose. Tu penses qu'ils peuvent contribuer à la couche d'ozone, du coup? Mais oui, c'est important, on les met dans le trou et on espère que ça marche. Oui, parce que l'ozone, donc, c'est très oxydant et donc à notre altitude, c'est pas une bonne chose, mais effectivement, il y a une couche d'ozone qui pose ses problèmes d'ailleurs quand on veut envoyer des choses dans l'espace, mais qui nous protège aussi d'autres choses. Voilà. Sans transition, je la suivante. Mais si, il y avait une transition, c'était la 4e méthode sur 5. Non, mais c'est la transition de la blague foireuse qui n'a pas marché. Ah, c'est pas grave. Elle était très bien ta blague. Mais maintenant, j'ai la chanson dans la tête. Je vous prépare un bingo là. C'est le petit scoop de la soirée. Je prépare un bingo des lives, des conférences, tout ce qu'on prend. D'accord. C'est mal marché. Il y a ça, il y a le beat de la blague, tu vois. Ah, ça va, c'est bien. L'autodérision, c'est bon pour la santé. Enfin, je crois, mais j'ai pas de source sur la j'ai pas ça dans ma tête. Ouais, j'ai envie d'y croire en tout cas. Ok. On va parler un peu du plasma. Le plasma, c'est cool. Je sais pas si vous, mais moi, quand j'étais quand j'ai vu les premiers Star Wars, en fait, je les ai pas vraiment vus, mais quand j'ai vu des images de Star Wars avec les moteurs à plasma, j'ai trouvé ça ultra cool. Et le plasma, c'est vraiment super ouf. Et d'ailleurs, ça peut marcher dans l'espace, mais dans l'atmosphère, vous oubliez la propulsion par plasma. Voilà, ça c'était le résumé d'un de mes expos de 3e et seconde. Okay. Donc, le plasma, c'est un état de la matière qui n'est ni vraiment liquide ni gazeux. On est sur des gaz ionisés et conducteurs. Je vais vous parler des plasmas thermiques. En gros, il existe des plasmas chauds, des plasmas froids. Peut-être qu'il y a quelques amateurs de plasma parmi vous qui est au courant. Mais on a testé les deux. Et le plasma chaud, ça marche vachement mieux pour tuer les micro-organismes. Donc, on va parler des plasmas chauds. Donc, en fait, on va générer une torche à plasma. Donc, on va faire souvent, c'est une décharge à fort courant, forte tension. Donc, une puissance électrique entre 1 kW et 50 MW. Voilà, c'est pas mal. Pour ioniser le milieu. L'idée, c'est de créer une ionisation de notre gaz. Et en fait, on va avoir donc la température du gaz qui va atteindre 700 degrés, ce qui est chaud, mais ça va. Mais les ions et les électrons, donc ça, c'est le gaz environnement, pas ionisé, mais les ions et les électrons, va atteindre des 10 000, voire 20 000 degrés. Voilà. Et donc, les plasmas froids, ça, c'est une autre histoire que je vous garde pour une autre fois. Donc, les plasmas, en fait, ils vont combiner donc l'action thermique à la production d'espèces oxydantes. Parce que le plasma, donc par ses ions et ses électrons très réactifs, ils vont former entre autres des radicaux hydroxyles, donc des HO points. Radicaux hydroxyles. Les radicaux hydroxyles, globalement, c'est vous prenez de l'eau et vous lui enlevez oui, l'eau, c'est H2O. Voilà, c'est ça. Et vous enlevez un H, mais pas un H+. Vous enlevez un H point, en fait. Un peu différent. Donc, et le point, c'est un électron. Mais un seul, pas une paire. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre un doublet, il va perdre juste... enfin, c'est un peu différent. Bon, simplement, on enlève l'atome d'hydrogène, finalement. C'est ça, un peu. On peut dire ça. Et radical, comme son nom l'indique, il a envie de taper des gens. C'est un radical. Il n'aime pas être radical. Je jamais pensé des gens comme ça, mais... Voilà. Hey. C'est cadeau, c'est la bouteille de cidre est vide et il reste 12 centilitres dans mon verre. Je suis la seule à en boire. L'alcool avec modération, on le rappelle. Hein, oui, faites attention à vous, c'est important. C'est genre... on va dire qu'il est à 2,5 degrés. Ouais. Voilà. Degrés Celsius. Il était assez frais. Il était très frais et je suis chez moi, je ne prendrai pas le volant ce soir. C'est bien. Voilà, c'est très bien. Et regardez ces radicaux, ils créent du stress oxydant. Tout ce que je vous ai dit avant, c'est les micro-organismes, ils n'aiment pas l'oxydation. Donc,
Les plasmas thermiques vont permettre d'éliminer 81 à 95% des micro-organismes, virus et bactéries, ce qui est super chouette. Les plasmas froids, du coup, donc les plasmas chauds. Les plasmas froids, si je vous en parle pas, c'est parce qu'on a essayé et du coup, ça a donné 30 à 45% d'efficacité. C'est moins cool. Mais les problèmes des plasmas, donc, c'est qu'on fait des espèces oxydantes et là encore, on peut faire de l'ozone. Voilà. Mais le bon côté, c'est qu'a priori, les plasmas chauds génèrent plutôt moins d'ozone que les plasmas froids. Donc vraiment, le plasma froid, on le met à la poubelle. Le plasma chaud, il est plus intéressant. D'accord. Cependant, là, on va regarder la figure. Ce que vous allez observer, c'est donc l'efficacité d'élimination, l'efficacité de traitement sur Escherichia coli. Escherichia coli, c'est plutôt bien. Je rappelle, c'est une gram négative. On arrive plutôt bien à la dégrader. Éliminer, ok. Voilà, et en fonction du débit d'air. Ce que vous pouvez voir, donc, c'est quand le débit d'air augmente, l'efficacité d'élimination elle diminue. C'est-à-dire que pour traiter des grands débits, si on veut traiter beaucoup d'air d'un coup, en fait, avoir un bon débit de traitement, c'est moins efficace. Et c'est d'autant plus embêtant que les plasmas, donc c'est compliqué à générer, c'est coûteux énergétiquement et on a plutôt envie de le faire sur des petites surfaces. Donc, on n'a pas envie de faire une pièce en plasma. Financièrement, ça va être compliqué. On a plutôt envie de faire des petites surfaces. Et donc, sur cette petite surface, on a envie d'envoyer l'air très vite. Donc, ça passe très vite et pour pouvoir traiter un bon débit. Okay. Et donc, ça va être compliqué à utiliser. Ça existe. Et il y a le dernier qui est le premier type avec des matériaux qui a été un peu la base de ma thèse parce que l'idée, c'était de faire autre chose que ça. C'est la photocatalyse. Donc, la photocatalyse, on va souvent utiliser donc du dioxyde de titane. Et je ne sais pas si vous avez su, donc on parlait d'atomes et d'électrons. Donc les électrons sur les atomes, ils se répartissent sur des couches électroniques. Voilà, des couches. Vous imaginez une espèce de millefeuille sphérique. Voilà, vous avez votre milieu, pouf, votre crème pâtissière, donc vos protons, vos neutrons au milieu. Et après, vous allez avoir comme un oignon, en fait, mais l'oignon, c'est moins sexy, avec plusieurs couches d'électrons, qui vont pas tous être autant en extérieur. Et puis, voilà, les électrons vont se balader sur leur sphère. Et donc, à l'aspect extérieur, on va avoir les électrons qui vont être les plus disponibles. Et on va avoir donc les électrons de valence. Donc, les électrons de valence, c'est ceux qui sont sur la couche la plus élevée, c'est ceux qui vont former des liaisons. Les plus à l'extérieur, c'est ça? C'est ça, les plus à l'extérieur, les plus dispo. C'est ceux que tu vois quand tu arrives à l'entrée. Okay. Les autres, tu les vois de loin, mais toi, tu as le videur face à toi et tu vas pas pouvoir y aller, donc tu vas interagir c'est ça, que avec les normies des couches extérieures. Sauf si tu fais du nucléaire. Où sont les pommes gala? Écoutez, je crois qu'en plus, la dernière, alors je réponds au collectif Conscience, les pommes sont dans le cidre que je suis en train de boire, évidemment. Cette question. Parce que j'étais très triste, vous avez emporté, soit mes dernières pommes sont parties dans un convoi de cafetiers qui partait pour Paris. Donc je n'en avais plus, donc je bois du cidre. Et voilà. Et oui, quand on s'appelle gala, on a ce genre de problème. Donc, reprenons notre dioxyde de titane. Donc, il a des électrons sur sa bande de valence, comme à peu près tout le monde. Mais ce qui est intéressant, donc, c'est que donc il y a cette couche où il y a encore des électrons, et en fait, il existe cette couche au-delà, cette couche où il n'y a rien pour le moment, mais il pourrait y avoir quelque chose. Et c'est la bande de conduction, ça. C'est exactement ça, c'est la bande de conduction. D'accord. C'est à la base la bande de conduction, il n'y a rien dedans. Ok. Il n'y a rien, c'est vite, c'est la plus basse inoccupée pour ceux qui ont fait des orbitales moléculaires. Et sauf que l'écart énergétique entre ces deux étages, il varie selon les composés. Et dans le dioxyde de titane, il est particulièrement faible, 3,2 électronvolts. Bon, ça, vous ne pouvez pas forcément le savoir, mais c'est faisable. C'est faisable. Du coup, si on lui envoie de l'énergie, si on irradie, donc avec une irradiation par ultraviolet, on va être capable de faire passer des électrons de la bande de valence à la bande de conduction. Ok. Donc lui, il monte d'un étage. Donc c'est le premier que tu vois quand tu arrives maintenant. Et plus tu montes d'un étage, plus tu es énergétique. Du coup, il est super excité. Sauf que, comme tu as créé un électron dans la bande de conduction, tu as créé un trou électronique. Ce trou électronique, c'est pas une particule. Mais
mais par un truc qui est assez fou. C'est pas parce que c'est pas une particule, c'est une absence de particule. Ouais. C'est un trou électronique H+. Il est capable de réagir. Et plus particulièrement, il est capable de catalyser l'oxydation de l'eau. Dans l'air, on a de l'eau. Ouais, ok, Dans on a un peu l'air, on a de l'eau, oui, d'accord. On a l'humidité de l'air, tu vois. Ouais, C'est bien pas sûr. tout sec. Et donc, le dioxyde de titane, il va absorber. Donc, en fait, on va avoir ça sur sa surface. On va avoir ce système. On va l'irradier pour l'exciter. Et il va absorber l'eau et il va nous former le retour des radicaux hydroxyles à chaud point. Les mêmes qu'avec le plasma. Et eux, ils vont faire la même chose. Ils vont créer du stress oxydant. Et ça, c'est la lacune, c'est le trou. H+. Et ouais, c'est la lacune. Et en fait, cette lacune, elle a du coup 3,2 électronvolts de potentiel oxydant. C'est un peu comme une oxydation, une oxydoréduction. Et le potentiel d'oxydation de l'eau, c'est autour de 3 électronvolts. Ouais. Donc, il y a assez de potentiel oxydant pour oxyder l'eau. Voilà. Donc, oui, d'accord. Enfin, pour faire simple, ouais. l'irradiation permet la création d'un trou. Parce que l'électron, il dégage, il va au-dessus et il nous laisse un trou. Ouais. Et ce trou, à son tour, permet à l'eau d'être oxydée. Oui, c'est ça. Et de former les H au point. C'est ça, mes fameux H au point. Qui, eux, sont nocifs pour qui attaquent pour les micro-organismes. C'est ça. Et on sent bien que du coup, comme ça fonctionne avec l'eau, ça va être c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans l'air, mais qui sera beaucoup plus efficace dans les milieux aqueux. Ouais. Le dioxyde de titane, c'est beaucoup utilisé justement je vais y arriver en station d'épuration. Okay. Oui, et c'est un colorant blanc par ailleurs. Et pour l'aspect utilisation dans les crèmes solaires, on utilise aussi l'oxyde de zinc qui est un peu pareil. Mais c'est ça. Ça va être globalement un peu le même principe sur l'aspect que, en gros, c'est lui qui va prendre les rayons UV et pas votre peau. Oui. Donc, c'est pour ça. Donc, la photocatalyse. Évidemment, je crois que j'ai pris que ce truc parce que la photocatalyse, c'est pas mal, mais en fait, on va avoir un problème qui est le même que sur le plasma. C'est que donc on a une réaction chimique. Il faut que l'eau, elle s'absorbe, elle forme du H au point, que mon micro-organisme il vienne au contact de mon H au point parce que c'est un radical, il est très réactif. Et il peut aussi réagir avec d'autres choses qu'il y a dans l'air. Et que ça se fasse. Et qu'il y ait un temps de contact. On est sur une réaction chimique. Il faut un temps de contact. Il est tout petit, mais on n'a pas forcément assez de temps en conditions dynamiques pour avoir une action. Et donc, on peut avoir ce type de problème et avoir besoin de temps de contact très important qu'on n'a pas pour l'air. Voilà. Mais voilà. Mais ça va être donc les radicaux qui vont être formés à nouveau. Et à nouveau, on va avoir des bactéries gram positives plus résistantes que les grammes négatives. Je regarde si j'ai oublié de vous dire quelque chose. Et il y a une peur, mais il y avait une peur parce que si vous voulez utiliser du dioxyde de titane et que vous voulez utiliser du dioxyde de titane très efficacement, vous voulez avoir le plus de surface possible parce que c'est une réaction de surface. Donc vous allez faire des poudres très fines. Poudre très fine, ça veut dire poudre nanométrique. Et ça pose encore une question, est-ce qu'on ne va pas créer une contamination secondaire sous forme de poudre? Est-ce qu'on ne va pas avoir de la poudre qui sort de nos filtres? Ce qui serait un peu embêtant. Aujourd'hui, les études qui ont été faites, et j'en ai fait aussi pendant mes travaux, on a vu que non. Alors, il est possible que le fait que l'eau s'absorbe, en fait, on compacte la poudre au fur et à mesure. Donc déjà, on les compacte bien, et peut-être le fait que de les humidifier les compacte encore plus, mais on n'a pas vu de relargage. C'est vraiment la grosse peur, parce que sur les nanomatériaux, surtout en contact avec l'air, c'est une grosse peur, mais c'est pas quelque chose qu'on a observé. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ça, ce sont les systèmes qui existent. Et en général, on va avoir une combinaison de plusieurs techniques. Alors, je vous avoue que j'ai choisi ces purificateurs d'air pour leur style, parce qu'ils avaient tous des tronches différentes et que ça montrait aussi à quel point c'est un petit côté déco. Esthétique, ouais. Voilà. Le Dyson, c'est un filtre EPA. Du coup, le Sharp, c'est du plasma. L'autre, il s'appelle Tokia ou un truc du style, il fait de l'ionisation. Et il y en a un qui va combiner plusieurs techniques, c'est l'ionisation et la photocatalyse. En général,
Ouais. En général, ceux qui disent qu'ils font que l'ionisation du plasma et qu'ils ont des très grosses efficacités, c'est un peu étonnant. Souvent, on a ce système un peu de pré-filtre. Je parlais tout à l'heure de pré-filtre dans les filtres haute performance. Bah pareil, on peut mettre des matériaux ou d'autres systèmes pour diminuer le travail à faire du filtre pour qu'il reste le plus longtemps. Si vous voyez du coup qu'il y a un filtre dans un système et qu'il y a écrit qu'il est peu coûteux en énergie, vous oubliez. C'est peu coûteux en énergie et filtre, c'est pas possible ensemble. Ok. Puisqu'il y a cette perte de charge. Cette perte de charge à traverser. Il faut pousser l'air à travers le filtre pour qu'il passe. Et pour pousser l'air, il faut qu'on utilise des grosses pompes. Grosses pompes, énergie. Et sur le Sharp, je suis allée voir les descriptions, et il explique qu'il envoie du plasma dans l'air. Le plasma ne se diffuse jamais dans l'air. Le plasma, il est pas stable. Et vous n'avez pas envie d'avoir... Voilà. De toute façon. Vous n'avez pas envie d'avoir un gaz à 700 degrés dans votre salon. Enfin, vous n'avez pas envie que votre salon soit à 700 degrés, voire à 20 000. Voilà, c'est normal. Donc, là, le plasma, il est contenu juste à l'intérieur du grille-pain, là. S'il y en a tu mets ta main, là. C'est ça, s'il y en a un. Parce que moi, quand on me dit il y a un plasma et il va se balader dans votre air, je suis très loin. Mais en fait, je suis très loin dans tous les cas parce que vous avez probablement pas besoin d'un purificateur d'air. Ah, la conclusion. C'est la dernière slide, la slide importante, c'est le money shot. C'est ça. C'est le money shot parce que au-delà de ça, au-delà de tout ce que je vous ai dit, votre air il est chargé en micro-organismes, c'est vrai. Dedans il y en a des pathogènes, c'est exact. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que les personnes qui ont été exposées à des microbiotes très différents, les personnes qui ont été exposées à des animaux pendant leur enfance, par exemple, ont plutôt moins de chances d'avoir de l'asthme, d'avoir certaines pathologies de type allergène. Donc, être exposé à des micro-organismes, c'est pas une mauvaise chose dans l'absolu. Le problème, c'est les pathogènes. Sauf que les purificateurs d'air vont pas être capables de dire on élimine que les pathogènes. Ouais, ils sont pas sélectifs de toute façon. Ils sont pas sélectifs. Et la plupart des purificateurs d'air aujourd'hui fonctionnent sur la peur des gens et ne sont pas nécessaires. Il y a des endroits où il y a besoin de purificateurs d'air. Dans un hôpital, il y a besoin de purificateurs d'air. Les ionisateurs qui ont été testés pour diminuer les infections nosocomiales, c'est parce que les personnes, elles sont fragiles. Elles sont dans un moment où on a besoin de cette surprotection. Mais à nous surprotéger tout le temps, on risque de se desservir. Tu vois Je comprends, vous avez probablement pas besoin d'un purificateur d'air chez vous. Si vous avez des taches de moisis, javelisez-les, aérez. Prenez un absorbeur d'humidité. Vraiment. Un absorbeur d'humidité. Oui, parce que du coup, cette croissance, elle est quand même liée à la présence d'eau chez vous en général. Du coup, l'absorbeur d'humidité, par contre, lui, ça peut être une très bonne idée. Et n'oubliez pas d'aérer. En général, dans l'intérieur, il y a plutôt moins de micro-organismes que dans l'extérieur. Il y a ces phénomènes d'accumulation, hein, des trucs de plomberie. On peut atteindre sur certains micro-organismes des concentrations 80 fois supérieures à ce qu'on observe en extérieur. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc on aère, on relaxe, on n'arrête pas de respirer, s'il vous plaît, n'arrêtez pas de respirer. Et on pose cette question donc des purificateurs d'air pour les milieux qui en ont besoin. Les endroits où il y a des choses fragiles, en fait, que ce soit des objets fragiles, parce que les tableaux aussi peuvent se faire manger par des champignons, ou des personnes fragiles qui, elles, en ont besoin. Mais chez vous, tout se passera bien. Ok, nickel, merci de conclure sur ce message qui est peut-être le plus important finalement. Parce que au cours de ta présentation, ça me traversait l'esprit, je me disais mais j'en ai jamais vu en fait, je crois, des purificateurs d'air de toute ma vie. J'en ai jamais vu chez quelqu'un. Et je suis pas allé dans des lieux qui en ont besoin, ou alors ils étaient bien planqués. Et écoute, moi justement, j'étais du coup dans le train pour venir au Play Azur, j'ai parlé avec une femme qui était là avec sa fille qui partait en vacances parce que c'est les vacances scolaires et on en a parlé. C'est parti comme ça parce que j'étais en train de broder des molécules, elle m'a demandé ce que je faisais. Et c'est les trucs de conversation qui m'a dit qu'elle en avait acheté un pour la chambre de sa fille parce que en habitant Paris justement il y avait cette peur de la pollution.
Contre, c'est des filtres, enfin, ou s'il n'y a pas de filtre, ça fera rien contre la pollution particulaire, pour le coup, et les filtres, on a vu les problèmes. Et bah voilà, c'est pas des trucs forcément très gros, hein, parce que le Sharp, globalement, il ressemble à une espèce de petit diffuseur à huile essentielle. Voilà, je les remets. L'ionisation, il ressemble à une enceinte. Je sais pas, bon, et le Daikin, c'est un truc un peu plus gros, un peu plus sérieux. Et puis le HEPA, je pense qu'il fait aussi climatiseur, tu vois. Donc, c'est pas forcément évident à repérer. Les gens, mais il y en a, de la même façon qu'il y a des diffuseurs d'huile essentielle, de la même façon qu'il y a plein de trucs qui sont pas forcément nécessaires pour chez vous. Ouais. Et ça, du coup, il y a beaucoup de commerce autour de... Ouais, qui joue sur la peur et sur le... Qui joue sur... Ah oui, bien sûr. En même temps, quand tu peux pas voir la menace, c'est effrayant. Parce que c'est de ça dont on parle. Le premier qui a découvert des micro-organismes, il les a définis comme ça. C'est des trucs qu'on peut pas voir à l'œil nu. Et comme on peut pas les voir à l'œil nu, on sait pas s'ils sont là ou pas. Et c'est très effrayant. Ok, bah merci pour toute cette précision et cette présentation, même en général. On a fait un bon tour du marché et des technos qui existent. C'est intéressant parce que c'est un genre de présentation que j'avais encore pas vraiment eu en termes de nature de choses présentées, on va dire, puisque tu fais un peu le tour de... Et puis là, on voit directement l'application aussi. D'habitude, j'ai plutôt des présentations qui sont de sciences fondamentales, j'ai envie de dire, ou de connaissances pures sur des sujets. Alors que là, on voit clairement l'application qu'on peut en avoir dans la réalité, donc c'est sympa. Ça permet de se raccrocher aussi un petit peu. Je vois que dans le chat, vous êtes relativement calme. N'hésitez pas, c'est le temps des questions. Ou des compliments, je crois aussi. Des compliments. Tu peux, bien sûr. J'espère que vous avez aimé aussi. N'hésitez pas à faire vos retours sur le chat si vous avez apprécié la conférence. Moi en tout cas, ça m'a bien plu. Et mais voilà. Et sinon, toi, comme on parlait un petit peu tu parlais de broderie tout à l'heure. Est-ce que tu veux parler un petit peu de toi, de tes projets de vulgarisation ou peut-être tes hobbies de broderie de molécules? Du coup, moi, je fais moins de vidéos en ce moment. C'est compliqué. Je pense qu'on est beaucoup à avoir un rapport à la vidéo. On a envie de la faire et en même temps, on n'a pas envie de la poster. On se retient. J'en ai parlé avec pas mal de monde. C'est compliqué. Voilà, la peur de dire des choses fausses. Mais j'aime beaucoup faire de la médiation en vrai. C'est ce qu'on a fait ce week-end. Et par ailleurs, je brode des molécules. Et je brode parfois des schémas de montage. C'est le hobby de niche que je sais pas comment dire. J'ai commencé ça pour moi et puis comme j'aime l'argent, j'aime beaucoup l'argent, je le rappelle. Je comprends. N'hésitez pas. Moi aussi, n'hésitez pas. Voilà, et que je suis au chômage, je me suis mise à les vendre et je prends les commandes aussi. J'ai eu l'occasion et je sais pas pourquoi de faire une molécule où je sais pas si elle est utilisée en médecine et j'espère quelque part parce que sinon c'est un pesticide avec une jolie fonction cyanure récemment. Une salotride. Une dopamine parce que visiblement les gens aiment bien la dopamine, ce que je peux comprendre. Et voilà. Et du coup, je fonctionne ou par commande, où là les gens savent ce qu'ils veulent en général. Et du coup, moi je propose des fils, du tissu et je les envoie après dans un petit cadre rond qui est un tambour à broder. Ou sur une boutique qui est sur Utip, utip.io/galamolécule, où vous pouvez aussi donner des sous même sans contrepartie, c'est chouette. Super. N'hésitez pas, parce que j'aime l'argent. Parce que moi aussi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, oui, pour voir ces broderies, pour avoir des exemples justement, il faut plutôt aller sur ton Instagram à ce moment-là. Où est-ce qu'on peut voir des photos de ce que tu produis? Pareil, @galamolécule ou sur le shop du Utip où il y a celles qui sont en vente, ça permet d'avoir des photos, des idées aussi des tarifs parce qu'en fait c'est des broderies faites à la main. On m'a demandé si je faisais les dessins et puis que je les envoyais sur une machine, ce qui existe aussi les brodeuses machines, mais moi je les fais à la main, ce qui fait que voilà, c'est du fil, une aiguille et mes petits doigts. Un travail de longue haleine et de c'est ça. Et j'aimerais beaucoup, il faudrait qu'on regarde, mais
J'aimerais beaucoup voir si je pourrais l'utiliser pour faire de la médiation avec les personnes malvoyantes, parce que par exemple, quand j'ai fait un schéma de montage, j'ai utilisé des points différents pour chaque élément. Et quand je fais par exemple un cycle en benzène, je fais pas les doubles liaisons de la même façon. Je fais des petits points à rapprocher pour les simples liaisons, et mes doubles liaisons à l'intérieur, je fais des traits longs. D'accord. Et du coup, au toucher, c'est pas la même chose. Okay. Pareil, j'ai mes liaisons en avant dans le plan qui sont remplies. Donc, ouais, tu fais. Même pour quelqu'un qui ne voit pas, il peut deviner. Ouais, normalement, c'est des trucs. C'est très tactile. Voilà, c'est vraiment pensé pour avoir des choses différentes. Et ça, c'est quelque chose que tu pensais pas à la base, j'imagine. Non, pardon. À la base, tu pensais pas. Non, à la base, c'est toujours des histoires formidables. À la base, j'avais un arrêt de travail et j'allais pas très bien et j'avais besoin de faire ça, voilà. Dis donc, il se passe beaucoup de choses quand tu vas mal, en fait. Il se passe beaucoup de choses quand je suis en arrêt de travail, toujours. J'aime pas l'ennui, du coup, il se passe beaucoup de choses quand je suis en arrêt de travail. Et voilà, et je fais les Saint-Valentin, les cadeaux de thèse, si vous avez des amis qui font des thèses, même sur des trucs qu'ils cherchent à faire, voilà. Les bar mitzvahs aussi, aucun souci. Voilà, il y a la Saint-Valentin dans c'est dans 4 jours, du coup c'est un peu tard parce que je travaille à la main, mais n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des envies et des idées. Ouais. Ok, bah voilà, vous savez chez qui aller si vous voulez soutenir. Soutenir, c'est très. En vrai, excusez-moi. Vous savez, quand on parle de langue, c'est extrêmement you know. Ah, il y a une question du copain Alex qui va me permettre de me sortir de cet embarras. Je te laisse la lire. Ok. C'est plus compliqué. C'est très compliqué parce que l'asthme, du coup... Tu peux expliquer la question, pardon ? Pardon, désolée, j'oubliais que les gens ne voient pas forcément la question. Donc la question porte sur un prof qui a parlé d'un lien entre l'augmentation de la concentration de bactéries et moisissures dans l'habitat et l'augmentation du nombre d'asthmatiques. Et la question de est-ce que les purificateurs d'air n'ont... donc en fait, il y a plusieurs questions. Les purificateurs n'ont pas d'effet sur les champignons de moisissure ou alors ce lien est faux. Les purificateurs d'air ont un effet sur les champignons. Voilà, c'est des cellules eucaryotes. C'est vrai que je ne l'ai pas trop présenté, là j'ai surtout parlé des bactéries, mais j'ai vu des études sur les champignons, il y a des effets. Cela étant, c'est compliqué de lier les augmentations de cas en médecine en général. Aujourd'hui, on a un très bon suivi avec avant. Et à nouveau, le nombre... Les concentrations, si c'est différent, s'il y a une richesse du microbiote, on a plutôt observé, donc si on a un air qui est très riche en micro-organismes très différents, on a plutôt remarqué que ça diminuait la sensibilité. Par contre, il y a aussi des toxines, donc des composés relargués par les cellules qui, eux, peuvent créer des inflammations, augmenter la sensibilité. Donc, c'est pas que c'est faux, que c'est vrai, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a l'air. Et que tout n'est pas blanc ou noir. Ok, question assez complexe du coup. Non, mais intéressante. Intéressante. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour, mais n'hésitez pas encore si vous avez quelques questions, sachant que, bon, peut-être vous l'avez entendu, mais on est tous les deux un petit peu fatigués de notre week-end qu'on a passé au Play Azure Festival, donc... je m'excuse si je suis pas très concentré ou si j'ai eu du mal un peu à suivre certains moments. En tout cas, j'espère que la conférence vous a quand même plu. Et oui, du coup, c'est pour ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne va pas non plus veiller trop tard pour pouvoir se reposer et être en forme. Manger. Et manger, pour ceux qui ne l'ont pas encore mangé. Ouais. Est-ce que tu veux parler d'autre chose éventuellement, ou tu veux qu'on te laisse un peu tranquille pour que tu ailles justement manger? Non, ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, parce que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aussi pour soutenir
soutenir ce qu'on fait, c'est soutenir toutes les initiatives de ce type, de ce que tu fais avec tout ce qu'on prend, et qui existent via Internet et qui permettent aux chercheurs ou aux amateurs de sciences de s'exprimer, aux amateurs avertis de sciences de s'exprimer vis-à-vis du grand public. Et pour ça, il faut partager les gens. Parce que l'argent, c'est très bien, mais sur ce genre de sujet, et moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que j'ai passé 3 ans à défendre le fait que je voulais pas faire un purificateur d'air pour les maisons parce que je pense que les maisons n'en ont pas besoin. Donc, de ce que j'ai lu sur la biblio, c'est pas juste une conviction comme ça. Moi, on m'a fait retirer de ma biblio la partie où je disais que peut-être ça pouvait être bien d'être exposé à des micro-organismes parce qu'on m'a dit mais tu tires une balle dans le pied. Ouais. Je fais oui, mais c'est vrai. Ouais, c'est pas moi qui l'invente. Ouais. Et voilà, et surtout ne pas hésiter à poser des questions et à relier les initiatives pour qu'on fasse plus de liens, en fait, plus de liens entre quelque part ceux qui savent un peu et ceux qui ont envie de savoir. J'ai pas envie de dire que je sais tout court, parce que... Ouais, bien sûr, c'est important que les gens qui sont curieux puissent trouver des réponses chez les gens qui savent des choses sur le sujet dont ils ont la curiosité. C'est ça. Donc, justement, Edendal qui demande si tu as dû modifier ton manuscrit en conséquence. Et j'ai retiré sur suggestion un peu à contre-cœur, un truc qui effectivement n'allait pas dans mon sens, mais en même temps, je ne parle pas de l'application, je parle de la qualité de l'air, mais jamais dans mon manuscrit je dis mettez ça chez vous, c'est super bien. Et après, je suis sur des matériaux, je suis vraiment sur un matériau à inclure dans une unité, et après, il faudra se poser la question de à quoi cette unité servira. Il y avait tout un pan du projet qui était du coup sur la protection des œuvres d'art, et ça c'était très chouette, c'était très intéressant. Ok, super, merci. Merci pour ce retour, et d'ailleurs j'ai oublié de te féliciter parce que ta thèse tu l'as eu il y a pas si longtemps. C'était quand ta soutenance? C'était fin décembre, mais c'était que quelques mois après toi. Félicitations. Merci, mais voilà, on peut se féliciter mutuellement. Bravo docteur. Bravo docteur. Merci beaucoup, mais oui, c'était une grande aventure humaine. Et oui, bon, peut-être sujet qui fâche, tu disais t'as pas de travail actuellement, mais est-ce que tu recherches un emploi en particulier Ah, ouais. Du coup, on réfléchit parce que je suis pas toute seule dans ma vie. Et, pas au sens de j'ai des personnalités multiples, au sens de j'ai un conjoint que j'aime et avec qui je prends les décisions à deux, du coup. Et moi, en fait, j'ai envie de dire la chance d'être quelqu'un qui aime beaucoup papillonner et qui aime beaucoup de choses. Du coup, je cherche en chimie, en procédés et en matériaux. D'accord. Parce que je suis capée dans les trois. Voire j'ai un peu de microbiologie parce que là, du coup, ce soir, je vous ai parlé de microbiologie. Après, je suis pas microbiologiste et pour le coup, je sens bien les limites de mes compétences dans le domaine. Clairement, s'il y a des microbiologistes... On peut pas tout savoir. Hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'invite des gens qui sont bien plus experts que moi sur les questions. Ok, et je vois qu'il n'y a pas plus de questions que ça sur le chat. Les gens sont très contents en tout cas d'avoir appris des choses. Tu as vu le chat toi-même, le retour très positif. Je leur envoie plein d'amour également. Est-ce que Samuel, s'il nous entend, s'il est encore vivant, en plein dans son dessin, je pense, est-ce que tu aurais des questions? On t'a pas laissé beaucoup de place, on t'a pas fait beaucoup intervenir, mais là, avant que Gala nous dise au revoir, tu as le droit de dire quelque chose, d'avoir un retour, ton ressenti, toi, de cette présentation. Pas de questions, mais belle présentation. Merci. Très clair. Est-ce que tu as réussi à suivre quand même? Tu avais une oreille à l'écoute? J'ai suivi dans les grandes lignes. Je pourrais pas du tout revenir sur un détail de la présentation, mais j'ai suivi dans les grandes lignes malgré tout. Ok, t'as appris. Est-ce que tu as appris quelque chose? Oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, la conclusion, j'ai beaucoup aimé la conclusion en fait de la présentation parce que ça fait écho à pas mal de
pour le coup, à des convictions personnelles. donc voilà, très bien. Ça t'a renforcé dans tes croyances. Dans mes croyances, ouais. Qui étaient finalement pas que des croyances, comme on l'entend. Ouais. Ou du moins pas des croyances infondées. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, merci. Plutôt, on va dire. Et bah merci à toi. Vous pouvez voir son dessin sur le multi-Twitch. Il y a le chat le lien qui a été mis dans le chat. Il y a aussi le bouton en dessous du stream multi-Twitch pour aller voir son dessin. Les gens se posent des questions, Samuel. Qu'est-ce que tu as essayé de représenter? Rien du tout. Alors, tu n'as pas été inspiré par un des filtres, une des machines? Ouais, non, puis ça ressemble pas spécialement à un filtre, je pense. Mais si, ça parlait de plasma à un moment, donc je sais pas, je suis parti sur un truc compliqué et qui fait des choses. C'est vachement chouette. Oui, mais oui, globalement, je suis sûr que si on regarde de très très près dans les trucs à décharge de plasma, c'est un peu ça. Hein, c'est une grosse décharge entre deux pôles. Ouais, c'est vrai que là, ça se voit, j'avais pas fait très attention, mais oui, au-dessus, il y a effectivement une structure qui fait le lien. Bravo pour ce dessin en tout cas. Merci. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, si ça vous va. Moi, ce que j'aime bien faire à la toute fin, c'est laisser le mot de la fin à l'invité, donc à Gala. Je te laisse t'exprimer une dernière fois pour dire ce que tu veux. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était très intéressant. J'espère que je crois que ça vous a plu et je vous invite du coup à revenir la semaine prochaine s'il y a un prochain invité la semaine prochaine. C'est toutes les semaines, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est tous les lundis normalement. C'est courageux. Ouais. Et si vous avez des questions sur la qualité de l'air, sur la microbiologique, et que vous voulez aller plus loin, ou pas forcément ce soir, mais que dans 1 semaine, 2 semaines, vous dites « Ah tiens, zut, j'aurais dû lui demander ça », vous n'hésitez pas sur Twitter, @galamolécule, et la question, vous me la posez, mes messages directs, mes messages privés sont ouverts, et j'y répondrai avec plaisir et avec l'état de mes connaissances. Voilà. Ok. Merci à toi d'être toujours disponible et bien pour les autres. Et sur ces paroles, je vais raccrocher tout simplement et passer un petit peu de temps avec la communauté pour faire un petit débrief de l'émission et voilà, parler un petit peu de la suite du projet. En tout cas, merci encore à toi et je te souhaite une bonne soirée, un bon appétit et peut-être à une prochaine fois si tu veux repasser dans l'émission. Merci. Salut!